Ramadan, bonsoir. Bonsoir. Alors le moins qu'on puisse dire, c'est que vous n'êtes pas le bienvenu en France, en tout cas, parce que quand on voit les déclarations à la fois du ministre des Affaires étrangères et du ministre de l'Intérieur, il regrette que vous soyez invité au congrès de l'UOIF. Il regrette. Oui, non mais je ne suis pas bienvenu par Nicolas Sarkozy, le président, et son ministre de l'Intérieur. C'est eux qui parlent de ne pas bien m'accueillir, de ne pas être content. Je suis très très bien accueilli par un grand nombre de Français. Je ne confonds pas le peuple de France et le peuple français et certains intellectuels et certains acteurs politiques Mais avec la position de ce gouvernement. Pourquoi cette position quand on dit que vos propos sont contraires à l'esprit républicain, qu'ils ne rendent pas service aux musulmans de France? C'est de graves accusations. Oui, c'est de graves accusations qui sont encore une fois fondées sur rien, parce que depuis 25 ans que j'interviens en France, j'interviens en demandant et en conseillant aux Français de confession musulmane de respecter la loi, d'être engagés, d'être des citoyens. Mais ce que je dis à ce gouvernement-là, c'est que depuis 5 ans qu'ils sont aux affaires, et Nicolas Sarkozy, depuis bien avant, quand il était ministre de l'Intérieur, ils n'ont rien fait sur la question sociale. On a eu des émeutes en 2005. Qu'est-ce qui a été fait dans les banlieues, si ce n'est des gesticulations et des actes de symbole, de prendre Rachida Dati ici ou Fadela Amara en nous faisant croire qu'on respecte la diversité en utilisant des symboles. Ce que vous dites, je l'entends. En même temps, je n'ai pas vu un seul leader de la gauche prendre votre défense. Je n'ai pas entendu d'intellectuel dire c'est scandaleux de montrer du doigt un autre intellectuel. Personne ne s'est levé en disant que... Non, attendez. On ne vous a pas beaucoup entendu. Non, mais le responsable pour l'Église catholique de relations avec l'islam a dit que dire que j'étais anti-républicain, c'est faux. Vous avez eu un certain nombre d'intellectuels, mais aujourd'hui qui on est en pleine campagne électorale. Oui, vous avez vu un responsable d'un parti politique prendre votre défense. Pourquoi? Parce que ça fait peur, c'est prendre la défense du diable. Exactement. Aujourd'hui, on m'a diabolisé en France. Ça fait d'ailleurs beaucoup sourire dans d'autres pays européens, jusqu'aux États-Unis, à l'heure où je vous parle maintenant, en disant mais qu'est-ce qui se passe en France? Pourquoi est-ce qu'on évolue en France? Et malheureusement, en France, on régresse. À un moment donné, ils vous ont fait des problèmes aussi. Vous ont cherché des coups dans la tête. Mais encore une fois, qui m'a fait des problèmes? Une administration, l'administration Bush, dont je critiquais d'une part le soutien unilatéral d'Israël sur la question israélo-palestinienne, et puis l'invasion et l'intervention en Irak. Donc on m'a diabolisé parce qu'on ne voulait pas entendre cette voix. Et là, on vous diabolise, c'est tout. Mais écoutez, c'est exactement la même chose. Il faut quand même que vous sachiez qu'en 2003, j'étais en face à face avec Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, et que quelques semaines plus tard, il m'envoie une lettre sur l'ouverture et le pluralisme. En fait, ce sont des gesticulations politiciennes. Nous sommes à quelques semaines... Vous croyez qu'il n'y a aucun fond? Vous croyez que c'est uniquement lié à l'échéance électorale? Alors, il y a une échéance électorale, mais il y a autre chose qui est beaucoup plus fondamentale. C'est que mon discours est extrêmement gênant, non pas parce que je divise la France, mais parce que je fais exactement le contraire. Je demande aux citoyens français d'être des citoyens à part entière, et surtout de ne pas jamais accepter qu'on parle à leur place et de se faire entendre. Donc ce discours-là, il faut bien l'entendre, des démocrates de confession musulmane aujourd'hui en France, eh ben ça fait peur. Pourquoi? Parce qu'on dit à Nicolas Sarkozy, vous n'avez pas à parler à notre place. Et puis une autre chose qui est importante, quand on vient me critiquer moi parce que je dis aux Français d'être engagés, et on dit oui, mais on ne veut pas d'un islam qui soit dirigé par des États étrangers. Qui aujourd'hui prend langue avec l'ambassade du Maroc ou l'ambassade d'Algérie pour organiser l'islam de France? Le gouvernement actuel, il ne parle pas à ses citoyens. Oui, mais en même temps, je vais vous citer parce que à propos des musulmans, vous dites ils doivent refuser, d'être des victimes passives et consentantes. Attendez. Tous les musulmans de France ne sont pas victimes de quoi que ce soit. On n'est pas dans une société où tout le monde est montré du doigt. Vous avez parfaitement raison, mais ma formule, la phrase ne disait pas ça. Ce que je disais, c'est exactement le sens de ce que vous dites en fait. Je dis aux Français de confession musulmane, arrêtez de vous mettre dans une position de victime. Arrêtez le sentiment victimaire. Vous n'êtes pas des victimes, vous êtes des citoyens de plein droit. Parce que tous les musulmans de France sont montrés du doigt par tous les Français, c'est pas vrai. Attendez. Tous les musulmans de France ne sont pas montrés du doigt. L'atmosphère qui existe aujourd'hui en France est très négative, elle est délétère. Et l'islam est stigmatisé. Oui. Alors, attendez, moi, c'est ma réponse à ça, à cette atmosphère, c'est de dire aux musulmans, ne réagissez pas comme des victimes, devenez des citoyens et faites-vous entendre là où il faut vous faire entendre. En même temps, quand vous parlez du climat, moi, je me méfie, parce qu'on l'a beaucoup entendu ici, vous savez, alors les polémiques sur le halal, sur la hiérarchie des civilisations, sur l'immigration, les gens vous disent « Ah oui, mais c'est tout ça qui produit un Mohamed Merah ».
Non, Est-ce que moi, c'est pas une non, façon non, 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 moi, de trouver une espèce d'excuse à ces gens-là? non, il ne faut pas chercher d'excuses, mais il faut Il n'y en a essayer. aucune quand Non, même. mais attendez, il faut comprendre des processus. Comprendre, ça ne veut pas dire excuser. Et ce que j'ai dit, non, comprendre ne De veut pas temps dire en temps, excuser. ça finit par vouloir Non, dire ça. non. Comprendre, c'est se dire comment un homme qui est considéré par ceux qui travaillent avec lui, sa psychologue ou son avocat, ou même les gens qui le connaissent, qu'ils se disent c'est un jeune homme qui a une fragilité, qui va pas bien, qui a fait une tentative de suicide, qui a essayé d'entrer dans l'armée. À un moment donné, eh bien, il passe à autre chose et il en arrive à tuer. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça, vous devez essayer de le comprendre. Si vous voulez chercher des solutions, il faut essayer de comprendre ce qui se passe. Comprendre n'est pas justifié. L'autre chose, quand même, qu'il faut qu'on dise aujourd'hui, parce que vous dites, attendez, l'atmosphère. Oui, quand on lance un débat sur l'identité nationale en France, on ne permet pas à une atmosphère saine de se poser. On a le droit de poser des débats. Enfin, vous passez votre vie à en poser des questions. Vous, pourquoi Quel cette question-là, elle serait... Il y a des questions qui ne sont pas légitimes. Non, parce que cette question... Non, attendez. Toutes les questions sont légitimes. Celle qui concerne qu'est-ce que c'est l'identité nationale, c'est une question légitime. Les questions sont légitimes, ça dépend quand vous les posez et pour éviter quelle autre question. Alors, la attendez, logique, non. Écoutez, quand on pose la question de l'identité nationale, parce qu'on ne veut pas parler de la justice sociale, parce qu'on ne veut pas parler du manque d'écoles dans les banlieues. De l'un et de l'autre. Non, pas exactement la même chose. Non, exact. Mon point, il est le suivant. C'est qu'on parle de l'un pour éviter de parler de l'autre. C'est ça la stratégie politique. Quand vous dites, quand même, je vais vous citer, sur Mohamed Merah, quand vous dites, c'est un pauvre garçon coupable et à condamner sans l'ombre d'un doute. Donc ça, vous le dites, je ne vous fais pas ce reproche-là. Mais même s'il fut lui-même la victime d'un ordre social qu'il avait déjà condamné, lui et 10 millions d'autres, vous ne trouvez pas que c'est un peu ça, c'est le Tariq Ramadan de gauche? De gauche, de toute façon, je suis plutôt à gauche, et ça ne me pose pas de problème. Même si vous êtes à droite, il faudra entendre une parole de gauche. Mais écoutez-moi, est-ce que ça ne finit pas par excuser les choses qui sont inexcusables? Mais écoutez, je veux dire, regardez les choses en face. Merci, il n'y a pas des millions de Mohamed Merah. Je veux dire, le problème qu'on a parfois avec les gens de droite, c'est qu'ils n'écoutent pas nos réponses. Oui. Donc écoutez ma réponse. Mais vous dites qu'il n'y a pas des questions qui ne sont pas légitimes. Alors est-ce que celle-là est légitime de vous demander, vous expliquer là-dessus? Si vous m'écoutez, oui, elle sera légitime. Et la deuxième des choses, c'est que j'ai dit que toutes les questions étaient légitimes. Ça dépend quand on les pose pour éviter quelle autre question. Mon point ici, concernant ce que vous dites, c'est que j'essaye d'expliquer qu'à un moment donné, tout ce qui nous permet d'essayer de dessiner le portrait de ce jeune homme, comme de millions de Français de confession musulmane, ou même pas de confession musulmane, des Noirs, des gens qui sont dans l'exclusion sociale, dans le chômage, qui vivent la discrimination, vous pouvez quand même pas aujourd'hui vouloir simplement dire d'un homme c'est un monstre, point. Il y a des raisons qui expliquent ceci. C'est tout ce que j'essaye de dire. Et qu'à partir d'un certain moment, oui, c'est une victime. Oui, c'est une victime de la société. Alors, attendez, à partir d'un certain moment, juger son acte et essayer de comprendre le processus, c'est deux choses différentes. Et moi, aujourd'hui, c'est ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse quand on a en face de soi, c'est l'inhumain, c'est de comprendre l'humain. Alors, quand Youssef Qaradawi, donc le grand prédicateur qui est sur Al Jazeera toutes les semaines, dit ce qu'il dit des Juifs, vous avez envie de le défendre? Pas sur la question de ce qu'il dit des Juifs et pas ce qu'il a dit en plus il y a une trentaine d'années. Ce qu'il dit sur la question juive... En 99, il a dit sur une chaîne qui n'était pas Al Jazeera, Hitler, il s'est félicité qu'Hitler ait remis les Juifs à leur place. Écoutez, encore une fois, non, écoutez, ceci n'est pas la traduction de ce qu'il a dit en arabe et vous devriez vérifier vos sources. Par contre, là-dessus. Oui, non, mais vous devez vérifier avant même de me poser la question. Le deuxième des points. Non, mais attendez, tout propos du cheikh Youssef Al-Qaradawi ou d'un autre, qui confondrait la critique du sionisme politique et de l'État d'Israël dans la politique qu'il produit maintenant. De temps en temps, il y en a qui confondent vraiment, vous le savez. Tout à fait, mais vous condamnez ça. Toute critique qui confondra sera condamné de mon fait parce que l'antisémitisme est contre ma religion et contre mes principes. Et quand il laisse entendre que l'homosexualité est quasiment un crime, qu'est-ce que vous lui dites? Je pense que lui, ce qu'il se pose, c'est dans la position traditionnelle. Il dit traditionnelle que c'est justifié. Attendez, lui, ce qu'il dit, c'est un péché, comme le dit le pape, comme le dit le Dalai Lama, et donc c'est un représentant religieux. Maintenant, est-ce que le Dalai Lama... Un crime n'est pas tout à fait la même chose. Non, il dit un péché. Il dit un péché majeur. Il dit alors pas là aussi, ça pourrait être traduction. Il dit pas un crime. Mais attendez, le pape, vous ne l'empêchez pas de rentrer en France. Le Dalai Lama qui dit que l'homosexualité est à condamner, on ne l'empêche pas. À partir d'un certain moment, il faut que par rapport aux représentants religieux que l'on peut avoir, c'est qu'on laisse la parole libre et critique.
On empêche les gens de parler quand ils incitent au crime et à la haine. Et il ne le fait pas. Donc ma position, c'est que moi-même, sur un certain nombre de points, je peux être en désaccord avec lui. Mais, Mais je sa pense, place, voilà, elle était au congrès de mais l'UOIF. elle est dans tous les lieux. Attendez, mais je veux dire, même la France, elle discute avec le Qatar. Et vous allez voir, je veux dire, écoutez, vous savez, à ce congrès, vous avez un homme dont on ne parle pas, il ne fait pas partie des six. Il s'appelle Rachid Radnouchi. C'est le leader des Nards en Tunisie. Pendant des années, il a été interdit d'entrer en France quand on soutenait Ben Ali. Non, mais dites-le, ça, dites que non, mais attendez, laissez-moi terminer. Le gouvernement Sarkozy sort des gens à géométrie variable en fonction des relations que l'on a. On ne peut pas sortir en France aujourd'hui, on ne peut pas sortir le cher Rachid Radnouchi à cause de ce qui est en train de se passer en Tunisie. Donc ce sont que des gesticulations politiciennes. Mais Al-Qaradawi, il dit aussi beaucoup de trucs monstrueux de temps en temps. Non, mais sur Al Jazeera, il dit des choses étonnantes, mais de temps en temps, vous tombez à la renverse. Attendez. Qu'ils disent des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord, c'est une chose. Qu'on interdise de rentrer, c'en est une autre. Et la question est aujourd'hui, c'est que qu'est-ce qu'a dit Rachid Radnouchi pour que pendant pratiquement 10 ans, il ne puisse pas entrer en France? Et pourquoi aujourd'hui il rentre? Pourquoi il rentre aujourd'hui? Pouvoir aujourd'hui. Voilà, exactement. Merci d'avoir confirmé. Mais attendez, on est d'accord. Moi, je l'aurais reçu avec plaisir ici quand il était dans l'opposition. Aujourd'hui, sur l'antisémitisme, il y a un antisémitisme dans les banlieues. Vous le condamnez? Bien sûr, il faut le condamner. Il faut condamner. On ne l'a pas passé sous silence pendant longtemps, au nom, parce qu'on ne voyait que le vieil antisémitisme d'origine catholique et d'extrême droite. Non, c'est pas qu'on ne l'a pas passé sous silence, c'est qu'à partir d'un certain moment, on est aujourd'hui dans la surenchère. On a des jeunes qui ont l'impression qu'ils sont tellement laissés pour compte qu'on vient leur enseigner uniquement l'histoire de l'antisémitisme et l'extermination des juifs. Aujourd'hui, il faut une démarche pédagogique beaucoup plus globale. Il faut en même temps qu'on leur reconnaît une place de français, qu'on leur dise clairement... Ils se la jouent l'intifada aussi, il faut dire. Hein. Non, ils ne se la jouent pas l'intifada. Ils vivent dans des conditions qui sont le double du taux de chômage dans les banlieues par rapport à la moyenne française. C'est ça qui ne justifie pas de tenir des propos comme ça. Attendez, pas de plus. Attendez, la question n'est pas de savoir, de justifier, je ne le justifie pas. Je dis qu'il faut comprendre d'où on part. Et qu'aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est que les jeunes doivent suivre à l'école tous les cours et comprendre l'histoire de l'antisémitisme, mais il faut qu'en France, il faut qu'ils écoutent et pas qu'ils troublent les minutes de silence quand elles sont faites pour des jeunes qui ont été tués. Exactement. Et il faut les condamner quand même. Il faut qu'en France, on ne fasse pas de hiérarchie vis-à-vis des racismes. Il faut que n'importe quelle expression anti-musulmane soit critiquée de la même façon, avec la même force. En une seconde, Marine Le Pen qui demande l'interdiction de l'UOIF. La gesticulation politique, populisme qui ne sert à rien, ça n'est pas en empêchant les gens de parler qu'on aura de la dignité. Marine Le Pen ne s'honore pas une fois de plus. Tariq Ramadan, merci. Merci à vous. C'est de dire aux musulmans, ne réagissez pas comme des victimes, devenez des citoyens et faites-vous entendre là où il faut vous faire entendre. En même temps, quand vous parlez du climat, moi je me méfie, parce qu'on l'a beaucoup entendu ici, vous savez, alors les polémiques sur le halal, sur la hiérarchie des civilisations, sur l'immigration, les gens vous disent, ah oui, mais c'est tout ça qui produit un Mohamed Merah. Est-ce que c'est pas une façon de trouver une espèce d'excuse à ces gens-là? Non, il ne faut pas chercher d'excuses, mais il faut essayer... aucune, quand même. Mais attendez, il faut comprendre des processus. Comprendre, ça ne veut pas dire excuser. Et ce que j'ai dit, non, comprendre ne veut pas dire excuser. De temps en temps, ça finit par vouloir dire ça. Non. Comprendre, c'est se dire comment un homme qui est considéré par ceux qui travaillent avec lui, sa psychologue ou son avocat, ou même les gens qui le connaissent, qu'ils se disent c'est un jeune homme qui a une fragilité, qui va pas bien, qui a fait une tentative de suicide, qui a essayé d'entrer dans l'armée. À un moment donné, eh bien, il passe à autre chose et il en arrive à tuer. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça, vous devez essayer de le comprendre. Si vous voulez chercher des solutions, il faut essayer de comprendre ce qui se passe. Comprendre n'est pas justifier. L'autre chose, quand même, qu'il faut qu'on dise aujourd'hui, parce que vous dites, attendez, l'atmosphère. Oui, quand on lance un débat sur l'identité nationale en France, on ne permet pas à une atmosphère saine de se poser. Et à de poser des débats. Enfin, vous passez votre vie à en poser des questions. Vous, pourquoi cette question-là, elle serait... Il y a des questions qui ne sont pas légitimes. Non, parce que cette question... Non, attendez. Toutes les questions sont légitimes. Celle qui concerne qu'est-ce que c'est l'identité nationale, c'est une question légitime. Les questions sont légitimes. Ça dépend quand vous les posez et pour éviter quelle autre question. Alors la logique, non. Écoutez, quand on pose la question de l'identité nationale, parce qu'on ne veut pas parler de la justice sociale, parce qu'on ne veut pas parler du manque d'écoles dans les banlieues. De l'un et de l'autre. Non, pas exactement la même chose. Non, exact. Mon point, il est le suivant. C'est qu'on parle de l'un pour éviter de parler de l'autre. C'est ça, la stratégie politique. Quand vous dites, quand même, je vais vous citer, sur Mohamed Merah, quand vous dites, c'est un pauvre garçon coupable et à condamner sans l'ombre d'un doute.
Donc ça, vous le dites, je ne vous fais pas ce reproche-là. Mais même s'il fut lui-même la victime d'un ordre social qu'il avait déjà condamné, lui et 10 millions d'autres, vous ne trouvez pas que c'est un peu ça, c'est le Écoutez, Tariq Ramadan de... qui m'a fait des problèmes? Une administration, l'administration Bush, dont je critiquais d'une part le soutien unilatéral d'Israël sur la question israélo-palestinienne, et puis l'invasion et l'intervention en Irak. Donc on m'a diabolisé parce qu'on ne voulait pas entendre cette voix. Et là, De la on vous même façon- diabolise, c'est tout. Mais écoutez, mais c'est exactement la même chose. Il faut quand même que vous sachiez qu'en 2003, j'étais en face à face avec Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, et que quelques semaines plus tard, il m'envoie une lettre sur l'ouverture et le pluralisme. En fait, ce sont des gesticulations politiciennes. Nous sommes à Vous quelques croyez qu'il n'y a semaines. aucun fond? Vous croyez que c'est uniquement lié à l'échéance électorale? Alors, il y a une échéance électorale, mais il y a autre chose qui est beaucoup plus fondamentale. C'est que mon discours est extrêmement gênant, non pas parce que je divise la France, mais parce que je fais exactement le contraire. Je demande aux citoyens français d'être des citoyens à part entière, et surtout de ne pas jamais accepter qu'on parle à leur place et de se faire entendre. Donc ce discours-là, il faut bien l'entendre, des démocrates de confession musulmane aujourd'hui en France, eh ben ça fait peur. Pourquoi? Parce qu'on dit à Nicolas Sarkozy, vous n'avez pas à parler à notre place. Et puis une autre chose qui est importante, quand on vient me critiquer moi parce que je dis aux Français d'être engagés, et on dit oui, mais on ne veut pas d'un islam qui soit dirigé par des États étrangers. Qui aujourd'hui prend langue avec l'ambassade du Maroc ou l'ambassade d'Algérie pour organiser l'islam de France? Le gouvernement actuel. Il ne parle pas à ses citoyens. Oui, mais en même temps, je vais vous citer parce que à propos des musulmans, vous dites, ils doivent refuser, pardon, d'être des victimes passives et consentantes. Attendez, tous les musulmans de France ne sont pas victimes de quoi que ce soit. On n'est pas dans une Non, société où tout le monde est montré du doigt. Vous avez parfaitement raison, mais ma formule, la phrase ne disait pas ça. Ce que je disais, c'est exactement le sens de ce que vous dites en fait. Je dis aux Français de confession musulmane, arrêtez de vous mettre dans une position de victime. Arrêtez le sentiment victimaire. Vous n'êtes pas des victimes, vous êtes des citoyens de plein droit. Parce que tous les musulmans de France vous avez raison. montrés du doigt par tous les Français, c'est pas vrai. Attendez. Tous les musulmans de France ne sont pas montrés du doigt. L'atmosphère qui existe aujourd'hui en France est très négative, elle est délétère. Et l'islam est stigmatisé. Oui. Alors, attendez, moi, c'est ma réponse à ça, à cette atmosphère. Gauche. De gauche, de toute façon, je suis plutôt à gauche, et ça me pose pas de problème. Même si vous êtes à droite, il faudra entendre une parole de gauche. Mais écoutez-moi, est-ce que ça finit pas par excuser les choses qui sont inexcusables? Mais écoutez, je veux dire, regardez les choses en face. Merci, il n'y a pas des millions de Mohamed Merah. Je veux dire, le problème qu'on a parfois avec les gens de droite, c'est qu'ils n'écoutent pas nos réponses. Oui. Donc écoutez ma réponse. Mais vous dites qu'il n'y a pas des questions qui ne sont pas légitimes. Alors est-ce que celle-là est légitime? Donc vous demandez, vous expliquer là-dessus. Si vous m'écoutez, oui, elle sera légitime. Et la deuxième des choses, c'est que j'ai dit que toutes les questions étaient légitimes. Ça dépend quand on les pose pour éviter quelle autre question. Mon point ici, concernant ce que vous dites, c'est que j'essaye d'expliquer qu'à un moment donné, tout ce qui nous permet d'essayer de dessiner le portrait de ce jeune homme, comme de millions de Français de confession musulmane, ou même pas de confession musulmane, des Noirs, des gens qui sont dans l'exclusion sociale, dans le chômage, qui vivent la discrimination, vous pouvez quand même pas aujourd'hui vouloir simplement dire d'un homme c'est un monstre, point. Il y a des raisons qui expliquent ceci. C'est tout ce que j'essaye de dire. Et qu'à partir d'un certain moment, oui, c'est une victime. Oui, c'est une victime de la société. Alors, attendez, à partir d'un certain moment, juger son acte et essayer de comprendre le processus, c'est deux choses différentes. Et moi, aujourd'hui, c'est ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse quand on a en face de soi, c'est l'inhumain, c'est de comprendre l'humain. Alors, quand Youssef Qaradawi, donc le grand prédicateur qui est sur Al Jazeera toutes les semaines, dit ce qu'il dit des Juifs, vous avez envie de le défendre? Pas sur la question de ce qu'il dit des Juifs, et pas ce qu'il a dit en plus il y a une trentaine d'années. Ce qu'il dit sur la question juive... En 99, il a dit sur une chaîne qui n'était pas Al Jazeera, Hitler, il s'est félicité qu'Hitler ait remis les Juifs à leur place. Alors écoutez, encore une fois, non, écoutez, ceci n'est pas la traduction de ce qu'il a dit en arabe et vous devriez vérifier vos sources. Je vérifierai là-dessus. Oui, non, mais vous devez vérifier avant même de me poser la question. Le deuxième des points. Non, mais attendez, tout propos du cheikh Youssef Al-Qaradawi ou d'un autre, qui confondrait la critique du sionisme politique et de l'État d'Israël dans la politique qu'il produit maintenant. De temps en temps, il y en a qui confondent vraiment, vous le savez. Ouais, tout à fait, mais vous condamnez ça. Toute critique qui confond... Tariq Ramadan, bonsoir. Bonsoir. Alors le moins qu'on puisse dire, c'est que vous n'êtes pas le bienvenu en France, en tout cas, parce que quand on voit les déclarations à la fois du ministre des Affaires étrangères et du ministre de l'Intérieur, il regrette que vous soyez invité au congrès de l'UOIF. Il regrette. Oui.
Non, mais je ne suis pas bienvenu par Nicolas Sarkozy, le président, et son ministre de l'Intérieur. C'est eux qui parlent de ne pas bien m'accueillir, de ne pas être content. Je suis très très bien accueilli par un grand nombre de Français. Je ne confonds pas le peuple de France et le peuple français et certains intellectuels et certains acteurs politiques avec la position de ce gouvernement. Pourquoi cette position quand on dit que vos propos sont contraires à l'esprit républicain, qu'ils ne rendent pas service aux musulmans de France? C'est de graves accusations. Oui, c'est de graves accusations qui sont encore une fois fondées sur rien, parce que depuis 25 ans que j'interviens en France, j'interviens en demandant et en conseillant aux Français de confession musulmane de respecter la loi, d'être engagés, d'être des citoyens. Mais ce que je dis à ce gouvernement-là, c'est que depuis 5 ans qu'ils sont aux affaires, et Nicolas Sarkozy, depuis bien avant, quand il était ministre de l'Intérieur, ils n'ont rien fait sur la question sociale. On a eu des émeutes en 2005. Qu'est-ce qui a été fait dans les banlieues, si ce n'est des gesticulations et des actes de symbole, de prendre Rachida Dati ici ou Fadela Amara en nous faisant croire qu'on respecte la diversité en utilisant des symboles. Ce que vous dites, je l'entends. En même temps, je n'ai pas vu un seul leader de la gauche prendre votre défense. Je n'ai pas entendu d'intellectuel dire c'est scandaleux de montrer du doigt un autre intellectuel. Personne ne s'est levé en disant que... Non, attendez. On vous a pas beaucoup entendu. Non, mais le responsable pour l'Église catholique de relations avec l'islam a dit que dire que j'étais anti-républicain, c'est faux. Vous avez eu un certain nombre d'intellectuels, mais aujourd'hui qui on est en pleine campagne électorale. Oui, vous avez vu un responsable d'un parti politique prendre votre défense. Pourquoi? Parce que ça fait peur, c'est prendre la défense du diable. Exactement. Aujourd'hui, on m'a diabolisé en France. Ça fait d'ailleurs beaucoup sourire dans d'autres pays européens, jusqu'aux États-Unis, à l'heure où je vous parle maintenant, en disant mais qu'est-ce qui se passe en France? Pourquoi? Est-ce qu'on évolue en France? Et malheureusement, aux États-Unis, à un moment donné, ils vous ont fait des problèmes aussi. Vous en cherchez des coups dans la tête. Mais encore une fois, Fondra sera condamné de mon fait parce que l'antisémitisme est contre ma religion et contre mes principes. Et quand il laisse entendre que l'homosexualité est quasiment un crime, qu'est-ce que vous lui dites? Je pense que lui, ce qu'il se pose, c'est dans la position traditionnelle. Il dit c'est traditionnel que c'est justifiable. Attendez, lui, ce qu'il dit, c'est un péché, comme le dit le pape, comme le dit le Dalai Lama, et donc c'est un représentant religieux. Maintenant, est-ce que le Dalai Lama... Un péché et un crime n'est pas tout à fait la même chose. Non, il dit un péché. Il dit un péché majeur. Il dit alors là aussi, ça pourrait être traduction. Il dit pas un crime. Mais attendez, le pape, vous ne l'empêchez pas de rentrer en France. Le Dalai Lama qui dit que l'homosexualité est à condamner, on ne l'empêche pas. À partir d'un certain moment, il faut que par rapport aux représentants religieux que l'on peut avoir, c'est qu'on laisse la parole libre et critique. On empêche les gens de parler quand ils incitent au crime et à la haine. Et il ne le fait pas. Donc ma position, c'est que moi-même, sur un certain nombre de points, je peux être en désaccord avec lui. Mais sa place, elle était au congrès de l'UOIF. Mais elle est dans tous les lieux. Attendez, mais je veux dire, même la France, elle discute avec le Qatar. Et vous allez voir, je veux dire, écoutez, vous savez, à ce congrès, vous avez un homme dont on ne parle pas, il ne fait pas partie des 6. Il s'appelle Rachid Radnouchi. C'est le leader des Nards en Tunisie. Pendant des années, il a été interdit d'entrer en France quand on soutenait Ben Ali. Non, mais dites-le, ça, dites que attendez, laissez-moi terminer. Le gouvernement Sarkozy sort des gens à géométrie variable en fonction des relations que l'on a. On ne peut pas sortir en France aujourd'hui, on ne peut pas sortir le cher Rachid Radnouchi à cause de ce qui est en train de se passer en Tunisie. Donc ce sont que des gesticulations politiciennes. Mais Al-Qaradawi, il dit aussi beaucoup de trucs monstrueux de temps en temps. Non, mais sur Al Jazeera, il dit des choses étonnantes, mais de temps en temps, vous tombez à la renverse. Attendez. Qu'ils disent des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord, c'est une chose. Qu'on interdise de rentrer, c'en est une autre. Et la question est aujourd'hui, c'est que qu'est-ce qu'a dit Rachid Radnouchi pour que pendant pratiquement 10 ans, il ne puisse pas entrer en France? Et pourquoi aujourd'hui il rentre? Pourquoi il rentre aujourd'hui? Pouvoir aujourd'hui. Voilà, exactement. Merci d'avoir confirmé. Mais attendez, on est d'accord. Moi, je l'aurais reçu avec plaisir ici quand il était dans l'opposition. Aujourd'hui, sur l'antisémitisme, il y a un antisémitisme dans les banlieues. Vous le condamnez? Bien sûr, il faut le condamner. Il faut condamner. On ne l'a pas passé sous silence pendant longtemps au nom parce qu'on ne voyait que le vieil antisémitisme d'origine. C'est comme pour M. Ramadan. C'est pas aussi clair que ça, somme que c'est clair. Et que la preuve a été apportée que M. Ramadan se mobilise contre moi et soutient M. Hollande. Contre vous, il a dit qu'il appellera à voter contre vous, quel que soit le candidat. On a revu ses déclarations aujourd'hui. Quand il y a deux candidats au deuxième tour et que M. Ramadan, dont je conteste qu'il soit un intellectuel, parce que vous aviez débattu avec lui d'ailleurs sur France 2 il y a quelques années. Permettez-moi de vous dire, parce qu'un homme qui est capable de demander un moratoire sur la lapidation des femmes adultères, cet homme n'a pas de cité. Non, ça ne me gêne pas, il faut le dire. Quand il y a deux candidats au deuxième tour et qu'il dit « je veux faire battre M. Sarkozy », c'est ma fierté, M. C'était avant le deuxième tour.
Non, 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 non. Il l'a dit cet après-midi. C'est une dépêche de 18h17. Si vous ne l'avez pas, je peux vous la fournir. Bon. Hein? Deux questions sur le programme de François Hollande, c'est l'avant-débat. Chacun s'y soutient. Permettez-moi de vous le dire. Chacun s'y soutient. En tout cas, moi, je suis très heureux que M. Ramadan, qui est une honte pour les idées qu'il défend. Il soutient personne, il veut vous faire battre. Voilà. Oui. C'est ce qu'il a dit, pour être précis. Quand il y a deux candidats, M. Namias, et qu'on dit qu'il faut faire battre l'autre, c'est qu'on soutient l'un, non? Vous ne croyez pas? C'est trop simple ce que je dis. En tout cas, moi, je suis heureux que M. Ramadan, qui exploite et qui fait la honte d'un certain nombre de nos compatriotes musulmans qui méritent d'être mieux représentés. Cet homme, c'est Tariq Ramadan, un des musulmans les plus influents du monde. Il a ses entrées partout, même s'il est très controversé. Il dit dans le sommaire de cette émission, un journal, un hebdomadaire américain a classé M. Tariq Ramadan parmi les 100 penseurs les plus influents de la planète. M. Tariq Ramadan est un des leaders musulmans les plus connus en Europe. Fascine les gens. Moi-même, j'ai été fasciné par lui. C'est un garçon charmeur, intelligent, qui est anglophone, arabophone, francophone. C'est un type brillant, c'est un type qui a des qualités tout à fait importantes. Il est charismatique, il est stratège, il est intelligent, il a une légitimité historique. C'est un maître de la communication, incontestablement. Vous êtes un intellectuel. Tu sais, en ce moment, depuis quelques temps, enfin depuis que l'autre il est là, j'ai l'impression de prendre des claques tous les jours. Mais c'est systématique et franchement, j'ai une vraie rage aujourd'hui, une vraie rage. Et ça, nous devons le comprendre. Même des musulmans modérés attachés aux valeurs laïques se sentent stigmatisés par l'exploitation politique de l'islamophobie. Oh, mademoiselle, vous avez l'air pressée. Où est-ce que vous allez? Il y a Tariq Ramadan. C'est important, cet homme-là? Oui, très. Pourquoi? C'est pour son éloquence, je pense. Ouais. Bon, on va aller le voir aussi. Un homme surfe sur cette frustration que ressentent les musulmans de France. Tariq Ramadan, un personnage séduisant, brillant, mais politiquement trouble. Il prône tantôt la modernité, tantôt la tradition. Lors d'une de ces grandes messes, nous avons choisi un passage surprenant. Écoutez. L'islam pour nous est une grande religion, mais les musulmans ont des contradictions aujourd'hui. Savoir les regarder en face et sans complexe. Il y a des gens qui viennent vers moi à des conférences et disent mais pourquoi t'as dit ça? Pourquoi t'as dit qu'on pouvait être raciste? Pourquoi tu dis qu'on a des problèmes? Mais parce qu'on est raciste. Parce qu'on a des problèmes avec les femmes. Parce qu'on a des problèmes dans notre communauté qu'il faut réformer. Il faut cesser de penser que l'autocritique, c'est de faire gagner l'autre. L'autocritique constructive, c'est de nous faire toujours gagner nous. Il veut gagner. Et il est fort, cet homme. Je suis un contre-pouvoir, celui de l'éthique, celui de la résistance noble du verbe français. Je me suis impliqué dans un projet local dans plusieurs cités. Ici, en Hollande, je me suis impliqué avec la municipalité à Rotterdam et c'est effectivement, il y a des secteurs sur lesquels il faut qu'on travaille. Alors, par exemple, on a commencé par faire tout un travail de mapping, de savoir quelles sont les organisations et ce qu'elles font sur le terrain, et de commencer par un premier projet autour de la question de l'éducation. Ça veut dire de fixer un certain nombre de targets, c'est-à-dire de publics cibles, les enseignants, les parents, les élèves, les travailleurs sociaux, et d'essayer de voir autour d'eux comment est-ce qu'on peut développer une dynamique de lutter contre la réalité des fossés
La réalité des fossés, c'est qu'entre l'école et les parents, il y a un fossé. Entre l'école, les professeurs et les élèves, il commence à y avoir un fossé. Entre les professeurs, les enseignants et les parents, il y a un fossé. Il faut développer des stratégies qui permettent aux parents d'aller plus d'être impliqués dans l'école, autour de projets qui tournent autour de l'école elle soit dans la cité, c'est-à-dire qu'elle produise des activités des élèves dans la cité, de solidarité, d'éducation civique. Tous ces mouvements-là, ils permettent de développer le sens de l'appartenance, de sortir de son ghetto social. Ça, c'est sur l'éducation. Mais on doit faire la même chose sur le marché de l'emploi. Le marché de l'emploi, il est très important. Pourquoi? Parce que quand vous êtes un citoyen et que vous vivez sur le marché de l'emploi de la discrimination va nourrir chez vous le sentiment que cela est dû à votre culture et à votre religion. Donc il va y avoir un repli identitaire parce qu'il n'y a pas d'ouverture sociale. Cet enfermement identitaire quand il n'y a pas d'ouverture sociale, cette espèce d'aller-retour comme ceci, il est très très important de le regarder. Il ne faut pas les mélanger, les deux dimensions. Le culturel n'est pas le social, mais le social mal géré produit du culturel réactif. Et donc il faut de ce point de vue-là, effectivement, s'engager à un vrai travail de lutte contre les discriminations, d'engagement, lutter contre le sentiment de victimisation qu'il y a chez certaines populations. C'est parce qu'on nous aime pas, c'est pas parce que j'ai pas les compétences, donc ça il faut lutter contre cela. Mais en même temps, il faut lutter contre la discrimination de l'autre côté. Donc ce sont tous des projets qu'on est en train d'essayer de mener au niveau local, à l'échelle même pas d'une cité, c'est-à-dire c'est vraiment des quartiers où on essaie de faire ce processus-là. C'est un long travail, ça demande du temps. Mais il faut garder une vision globale et une action locale. Aujourd'hui, nous sommes des constructeurs de ponts et nous construisons l'avenir. Nous tous, nous sommes dans une période de transition. Donc il faut que nous préparions l'avenir. Il faut qu'on soit humble. Je veux dire, on n'a pas toutes les solutions. Il faut qu'on soit humble de ce point de vue-là. Et par rapport à ce travail-là, donc, il faut se préparer et donc clarifier les termes du débat, clarifier les enjeux sociaux, clarifier les enjeux politiques et économiques et s'engager. Encore une fois, on n'a pas le choix. C'est où nous y parvenons ensemble, ou finalement nos sociétés seront détruites ensemble. C'est-à-dire qu'on va perdre des processus, nos droits, on va être dans des processus liberticides, comme ça se passe aujourd'hui. Je viens d'un pays où on peut être photographié 300 fois par jour. Je veux dire, c'est ça la réalité, 300 fois par jour, on est tout le temps. Et je veux dire, aujourd'hui, si vous allez aux États-Unis, le seul fait que vous vouliez aller aux États-Unis, vous rentrez sur le territoire, tous vos data, toutes vos données sont ouverts à n'importe quelle agence de sécurité gouvernementale. Encore une fois, je veux dire, ça c'est la réalité de notre monde. Donc, si maintenant nous continuons dans cette voie-là, le monde est trop global pour que certains s'en sortent et d'autres y périssent. Je veux dire qu'à partir d'un certain moment, c'est notre survie globale. Alors, aujourd'hui, on parle du réchauffement de la planète, comme si c'était, je veux dire, la nature nous parlait, et on a raison de le faire. Il faudrait aussi qu'on parle de la rigidification de nos sociétés. La rigidification de nos sociétés est ce qui menace de façon interne les démocraties, de la même façon que le réchauffement de la planète menace l'univers. Et donc il faut de ce point de vue-là comprendre que nous avons à nous y engager ensemble. C'est-à-dire que quand je fais une proposition pour le nouveau nous, c'est une proposition aujourd'hui dont je pense qu'elle est notre seule survie demain. C'est par cela qu'on y arrive en comprenant très humblement que nous avons des valeurs universelles partagées et des espoirs qui sont communs. À tous ceux qui sont persécutés par les tyrannies, par les dictatures, je veux dire à tous les enfants à travers le monde, à toutes les femmes martyrisées dans le monde, je veux leur dire que la fierté et le devoir de la France sera d'être à leur côté. Je ne vous trahirai pas. Je ne vous Cet homme, c'est Tariq Ramadan, un des musulmans les plus influents du monde. Il a ses entrées partout, même s'il est très controversé. Il dit dans le sommaire de cette émission, un journal, un hebdomadaire américain a classé M. Tariq Ramadan parmi les 100 penseurs
les plus influents de la planète. Monsieur Tariq Ramadan est un des leaders musulmans les plus connus en Europe. Facile les gens. Moi-même, j'ai été fasciné par lui. C'est un garçon charmeur, intelligent, qui est anglophone, arabophone, francophone. C'est un type brillant. C'est un type qui a des qualités tout à fait importantes. Il est charismatique, il est stratège, il est intelligent, il a une légitimité historique. C'est un maître de la communication, incontestablement. Vous êtes un intellectuel. Tu sais, en ce moment, depuis quelques temps, enfin depuis que l'autre il est là, j'ai l'impression de prendre des claques tous les jours. Mais c'est systématique. Et franchement, j'ai une vraie rage aujourd'hui, une vraie rage. Et ça, nous devons le comprendre. Même les musulmans modérés attachés aux valeurs laïques se sentent stigmatisés par l'exploitation politique de l'islamophobie. C'est comme pour M. Ramadan, c'est pas aussi clair que ça, somme que c'est l'est clair. Et que la preuve a été apportée que M. Ramadan se mobilise contre moi et soutient M. Hollande. Contre vous, il a dit qu'il appellera à voter contre vous, quel que soit le candidat. On a revu ses déclarations aujourd'hui. Quand il y a deux candidats au deuxième tour et que M. Ramadan, dont je conteste qu'il soit un intellectuel, parce que vous aviez débattu avec lui d'ailleurs sur France 2 il y a quelques années. Permettez-moi de vous dire, parce qu'un homme qui est capable de demander un moratoire sur la lapidation des femmes adultères, cet homme n'a pas de cité. Non, non, ça ne me gêne pas, il faut le dire. Quand il y a deux candidats au deuxième tour et qu'il dit « je veux faire battre M. Sarkozy », c'est ma fierté, M. C'était avant le deuxième tour. Non, 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 non. Il l'a dit cet après-midi. C'est une dépêche de 18h17. Si vous ne l'avez pas, je peux vous la fournir. Bon. Hein? Deux questions sur le programme de François Hollande, c'est l'avant-débat. Chacun ses soutiens. Permettez-moi de vous le dire. Chacun ses soutiens. En tout cas, moi, je suis très heureux que M. Ramadan, qui est une honte pour les idées qu'il défend, il soutient personne, il veut vous faire battre. Voilà. Oui. C'est ce qu'il a dit pour être précis. Quand il y a deux candidats, M. Namias, et qu'on dit qu'il faut faire battre l'autre, c'est qu'on soutient l'un, non? Vous ne croyez pas? C'est trop simple ce que je dis. En tout cas, moi, je suis heureux que M. Ramadan, qui exploite et qui fait la honte d'un certain nombre de nos compatriotes musulmans qui méritent d'être mieux représentés. Mademoiselle, vous avez l'air pressée, où est-ce que vous allez? Il y a Tariq Ramadan. C'est important cet homme-là? Oui, très. Pourquoi? C'est pour son éloquence, je pense. Ouais. Bon, on va aller le voir aussi. Un homme surfe sur cette frustration que ressentent les musulmans de France. Tariq Ramadan, un personnage séduisant, brillant, mais politiquement trouble. Il prône tantôt la modernité, tantôt la tradition. Lors d'une de ces grandes messes, nous avons choisi un passage surprenant. Écoutez. L'islam pour nous est une grande religion, mais les musulmans ont des contradictions aujourd'hui. Savoir les regarder en face et sans complexe. Il y a des gens qui viennent vers moi à des conférences et disent mais pourquoi t'as dit ça? Pourquoi t'as dit qu'on pouvait être raciste? Pourquoi tu dis qu'on a des problèmes? Parce qu'on est raciste. Parce qu'on a des problèmes avec les femmes. Parce qu'on a des problèmes dans notre communauté qu'il faut réformer. Il faut cesser de penser que l'autocritique, c'est de faire gagner l'autre. L'autocritique constructive, c'est de nous faire toujours gagner nous. Il veut gagner. Et il est fort, cet homme. Je suis un contre-pouvoir, celui de l'éthique, celui de la résistance noble du verbe français. Je me suis impliqué dans un projet local dans plusieurs cités. Ici, en Hollande, je me suis impliqué avec la municipalité à Rotterdam. Et c'est effectivement, il y a des secteurs sur lesquels d'aller-retour comme ceci. Il est très très important de le regarder. Il ne faut pas les mélanger, les deux dimensions. Le culturel n'est pas le social, mais le social mal géré produit du culturel réactif. Et donc il faut, de ce point de vue-là, effectivement, s'engager à un vrai travail de lutte contre les discriminations, d'engagement, lutter contre le sentiment
victimisation qu'il y a chez certaines populations. C'est parce qu'on nous aime pas, c'est pas parce que j'ai pas les compétences, donc ça, il faut lutter contre cela. Mais en même temps, il faut lutter contre la discrimination de l'autre côté. Donc ce sont tous des projets qu'on est en train d'essayer de mener au niveau local, à l'échelle même pas d'une cité, c'est-à-dire c'est vraiment des quartiers où on essaie de faire ce processus-là. C'est un long travail, ça demande du temps, mais il faut garder une vision globale et une action locale. Aujourd'hui, nous sommes des constructeurs de ponts et nous construisons l'avenir. Nous tous, nous sommes dans une période de transition. Donc il faut que nous préparions l'avenir. Il faut qu'on soit humble. Je veux dire, on n'a pas toutes les solutions. Il faut qu'on soit humble de ce point de vue-là. Et par rapport à ce travail-là, donc, il faut se préparer et donc clarifier les termes du débat, clarifier les enjeux sociaux, clarifier les enjeux politiques et économiques et s'engager. Encore une fois, on n'a pas le choix. C'est où nous y parvenons ensemble, ou finalement nos sociétés seront détruites ensemble. C'est-à-dire qu'on va perdre des processus, nos droits, on va être dans des processus liberticides, comme ça se passe aujourd'hui. Je viens d'un pays où il faut qu'on travaille. Alors, par exemple, on a commencé par faire tout un travail de mapping, de savoir quelles sont les organisations et ce qu'elles font sur le terrain, et de commencer par un premier projet autour de la question de l'éducation. Ça veut dire de fixer un certain nombre de targets, c'est-à-dire de publics cibles, les enseignants, les parents, les élèves, les travailleurs sociaux, et d'essayer de voir autour d'eux comment est-ce qu'on peut développer une dynamique de lutter contre la réalité des fossés. La réalité des fossés, c'est qu'entre l'école et les parents, il y a un fossé. Entre l'école, les professeurs et les élèves, il commence à y avoir un fossé. Entre les professeurs, les enseignants et les parents, il y a un fossé. Il faut développer des stratégies qui permettent aux parents d'aller plus d'être impliqués dans l'école, autour de projets qui tournent autour de l'école elle soit dans la cité, c'est-à-dire qu'elle produise des activités des élèves dans la cité, de solidarité, d'éducation civique. Tous ces mouvements-là, ils permettent de développer le sens de l'appartenance, de sortir de son ghetto social. Ça, c'est sur l'éducation. Mais on doit faire la même chose sur le marché de l'emploi. Le marché de l'emploi, il est très important. Pourquoi? Parce que quand vous êtes un citoyen et que vous vivez sur le marché de l'emploi de la discrimination va nourrir chez vous le sentiment que cela est dû à votre culture et à votre religion. Donc il va y avoir un repli identitaire parce qu'il n'y a pas d'ouverture sociale. Cet enfermement identitaire quand il n'y a pas d'ouverture sociale, c'est pas nous qui sommes revenus dessus une fois de plus. Nous allons maintenant recevoir, on passe à autre chose, un spécialiste de l'islam qui est le petit-fils du fondateur des Frères musulmans et professeur à Oxford. Voici Tariq Ramadan. Voilà, alors Jean-Michel, il y a toujours autour de Tariq Ramadan beaucoup de controverses. On fait le point sur ses idées et son parcours. On va établir déjà ce qui est incontestable pour vous, monsieur Ramadan. Vous êtes d'origine égyptienne, petit-fils des fondateurs au Caire et des Frères musulmans. Les Frères musulmans en 1928, ça nous a toujours fait peur, nous, les Frères musulmans, vu d'ici. On pense que c'est un courant religieux, extrémiste, qui, s'il arrivait au pouvoir, ressemblerait à ce que les religieux ont fait en Iran. Et ce courant de pensée a aussi beaucoup fait peur, visiblement, au régime militaire en Égypte, puisque les militants de cette confrérie ont souvent été emprisonnés, torturés dans les prisons égyptiennes. Et très curieusement, aujourd'hui, ils participent avec le vice-président Souleyman à la reconstruction de l'Égypte. On a quelquefois du mal à comprendre les choses. Vous êtes né en 1962 à Genève, Tariq Ramadan. Vous avez été étudiant en Égypte, à l'université Al-Azhar du Caire. Vous avez vous-même été emprisonné et torturé, avez-vous raconté. Au début des années 90, on peut lire sur Internet que votre travail s'articule, on va le voir, sur une réflexion théologique, philosophique et politique en lien avec la religion musulmane. En clair, vous réfléchissez à l'intégration de l'islam dans nos sociétés occidentales. Et c'est là que tout se brouille. On vous accuse tout le temps d'un double discours, policé, urbain, occidentalisé, laïcisé sur les plateaux de télévision, plus radical, plus dogmatique dans des réunions plus fermées. Nicolas Sarkozy a accepté que vous soyez son partenaire de combat en novembre 2003. À l'époque, vous affrontez sans doute apporter quelque chose à l'image. C'était sur le plateau de 100 minutes pour convaincre en 2003. Il y a donc un petit moment. Votre réputation est celle-là, ambivalente, fréquentable ou pas. Vous êtes sur le plateau du Grand Journal ce soir. Qui a gagné en Égypte?
Écoutez, pour l'instant, personne n'a gagné en Égypte. C'est une situation qui est tout à fait difficile. Ce qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, et vous l'avez peut-être entendu ces derniers jours, des jeunes femmes, des jeunes hommes, qui ont utilisé les réseaux sociaux, qui ont utilisé la mobilisation. C'est une nouvelle génération, en fait, qui fait les choses, qui est peut-être éloignée même des frères musulmans. On a entendu beaucoup dire qu'ils ne voulaient pas entendre parler des frères musulmans. Personne, aujourd'hui, ne peut dire qu'il est le leader de ce mouvement, de n'importe quelle tendance politique. Les frères musulmans ne mènent pas la danse, et les partis de gauche ne mènent pas la danse. Aujourd'hui, c'est un mouvement populaire, c'est un mouvement de masse. C'est ce qui s'est passé en Tunisie, qui a renversé le président Ben Ali. Et aujourd'hui, ce qui est en train de se passer en Égypte, ce qu'il faut espérer, c'est là le problème. C'est que si nous sommes des démocrates et que nous sommes pour les principes de la démocratie, il faut effectivement dire que le régime doit changer, que Moubarak doit partir, que ce n'est pas simplement le régime, mais c'est aussi le système qui doit tomber, et qu'on doit aller vers un gouvernement de transition. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que la qualité du mouvement, à savoir son leadership particulier, est aussi sa faiblesse. C'est-à-dire qu'on ne voit pas aujourd'hui apparaître une plateforme d'opposition plurielle qui serait impératif pour pouvoir passer à autre chose en Égypte. Qui sont ces frères musulmans? Parce qu'on en parle beaucoup en France. Comme disait Jean-Michel, on les connaît peu. Pour vous, qui sont-ils? C'est votre grand-père qui les a fondés? Écoutez, moi, ce que j'aimerais vous dire déjà, parce que ça fait maintenant 25 ans que je le répète en France, mais il y a une surdité en France, on ne l'entend pas, je suis le petit-fils, mais je n'en suis pas membre. Je suis aujourd'hui un observateur qui est critique sur un certain nombre de thèses fondamentales qu'ils peuvent avoir dans la réalité de leur positionnement. Dans vos écrits, vous avez quand même une grande admiration pour votre grand-père. Non, pas une grande admiration. Je le place dans l'histoire. Et quand il était contre l'occupation britannique, j'ai une admiration pour tous ceux qui se sont opposés à la colonisation britannique comme française, parce que je pense que la colonisation est toujours une erreur. Vous êtes suisse aujourd'hui? Je suis suisse, oui. Mais j'ai toujours été du côté de ceux qui étaient contre la colonisation. Et donc, en l'occurrence, je le replace dans son histoire. Le système et l'organisation qu'il a fondée en son époque, elle est liée à un contexte historique particulier, et il faut, quand on me pose la question, ne pas tomber dans le piège, parce que ça a été la position. Vous savez, ce qui me choque dans ce dont vous parliez tout à l'heure, c'est pas que la ministre des Affaires étrangères parte avec un avion, parce que tout le monde l'a fait à gauche et à droite. C'est une réalité française et c'est une réalité occidentale. Mais c'est pas parce que tout le monde a tort qu'on a raison de le faire avec tout le monde. Ce qui est détestable dans toute cette affaire, et c'est pas regrettable, c'est grave de partir en vacances payé par les soins d'un dictateur. C'est grave de soutenir un dictateur comme Ben Ali parce qu'on nous dit que l'opposition serait islamiste. C'est grave ceci, c'est pas regrettable. C'est une erreur monumentale de la démocratie occidentale de se mettre du côté des dictateurs parce qu'on diabolise l'opposition. Jean-François Copé. Je veux dire que recevoir des leçons de morale de Tariq Ramadan... Pas des leçons de morale, des leçons de dignité humaine. Voilà, c'est ça, de dignité humaine, exactement. J'aurais dû d'ailleurs utiliser ce terme de la part de quelqu'un dont je n'ai jamais su véritablement s'il condamnait totalement la lapidation ou pas. Donc j'ai compris. Ça c'est facile. Vous avez lu un de mes livres? Non, mais attendez. Est-ce que vous avez lu un livre? Est-ce que vous avez lu un livre? Attendez, on n'est pas au grand oral de Sciences Po. Pour répondre à vos questions, si vous le permettez. Vous vous êtes exprimé. Mais vous ne voulez pas recevoir de leçons, je vous pose une question. Oui, ça ressemble aussi à donner des leçons. Donc je vous dis juste simplement. Avoir une réponse. Enfin, écoutez, si vous voulez bien, je vais en placer une, et puis après, vous faites comme vous voudrez. C'est juste pour dire ce que je pense. Après, chacun fait comme il l'entend. Donc, je veux juste vous dire sur ce sujet que, pour ce qui me concerne, je ne suis pas certain que vous soyez forcément le plus à même de nous donner des leçons de morale par rapport à tout ça, ne serait-ce que parce que je n'ai jamais réussi à comprendre en quoi vous étiez clair ou non sur la question de la lapidation des femmes. Depuis cet échange, puisque vous faisiez référence à ce débat télévisé avec Nicolas Sarkozy sur la question de la lapidation, où vous n'avez jamais dit que vous y étiez totalement opposé, vous avez simplement parlé d'un moratoire. Et plus récemment, lorsque j'ai moi-même défendu une loi d'interdiction du port de la burqa, vous avez expliqué que ce n'était pas une prescription religieuse, mais que vous-même, vous n'étiez pas favorable à une loi d'interdiction. Ce qui prouve bien que sur ces sujets, il y a quand même, je rejoins ce que dit Jean-Michel Apathy, au moins une certaine forme d'ambiguïté, pour ne pas dire plus. Mais après tout, pourquoi pas? Moi, je voudrais simplement dire, par rapport au commentaire qui, celui-là, est très intéressant concernant la situation en Égypte, parce que je crois que c'est aussi pour nous un regard important à faire. Je sais que le débat en ce moment, notamment en Occident, c'est de dire, mais est-ce que la situation en Égypte, ça va devenir le mur de Berlin après sa démolition, ou bien l'Iran 1979? Bien, ce qui est un regard tout de même très occidental.
Or, moi, ce que je regrette, c'est qu'on ne passe pas plus de temps à essayer de comprendre la réalité de ces sociétés qui sont profondément différentes des nôtres, qui ont des histoires, qui ont une culture, qui ont une tradition religieuse, et qui fait qu'on ne peut pas plaquer nos raisonnements sur ce que l'on voit. Et ça m'amène à dire qu'il y aura peut-être une troisième voie, qui ne sera pas le mur de Berlin, qui ne sera pas 1979, qui sera autre chose. Parce que la société égyptienne, c'est une société extrêmement complexe, qui aspire à de la démocratie, à la liberté, à son développement économique compte tenu de son degré de pauvreté, de précarité, et qu'après tout, on peut aussi imaginer que tout ce petit monde qui a envie de travailler ensemble à une nouvelle Égypte le fasse sur une base qui soit respectueuse des grandes valeurs universelles, et pas un plongeon de ce qu'il peut être vu de l'Iran, c'est-à-dire la pire des situations, une dictature avec ce que l'on sait de ce qui se passe en Iran. Réponse sur la mise en cause. Bon, la mise en cause, encore une fois, je ne vais pas revenir, mais 100 fois sur les mêmes accusations qu'on n'a pas envie d'entendre, on n'a pas envie d'entendre mes réponses. La pratique de la lapidation, comme de la peine de mort, comme des châtiments corporels, je m'y suis opposé en demandant à ce qu'il y ait un débat dans le monde musulman. Et le gouvernement italien, et le gouvernement pakistanais, et les gouvernements musulmans, mais jusqu'au moufti d'Égypte, sont revenus en disant que ce pouvait être une bonne option. Donc quand on ne veut pas entendre... Une bonne option, la lapidation? Non, mais écoutez, arrêtez. C'est même pas très drôle, monsieur. Mais en l'occurrence, il y a un besoin d'un débat sur la lapidation. C'est pas un débat sur la lapidation, c'est sur l'application des châtiments dans le monde majoritairement musulman. Vous n'avez rien dit, monsieur. Vous n'avez pas suffisamment parlé quand le gouvernement que vous soutenez en Tunisie pratiquait la torture. C'est peut-être plus grave, ceci. Ceci est plus grave et c'est pas drôle du tout d'avoir soutenu. Non, mais vous êtes tu. Vous êtes tu. Le gouvernement français s'est tu quand on savait que dans les prisons du Caire, la torture est pratiquée. Quand dans les prisons de Tunisie, la torture était pratiquée, on partait en vacances, monsieur. Et ça, c'est pas drôle. Et c'est même pas regrettable. Laissez-moi terminer. Vous m'avez là, on légitime la lapidation, c'est mais regardez, en face de la torture. C'est intellectuellement. Non, mais c'était juste pour l'entendre. Au moins, on l'aura entendu, c'est ça l'avantage. Votre attitude est intellectuellement pas très honnête. Ce que j'ai dit. Bien sûr, parce qu'en plus, nous, on est malhonnêtes. D'accord. Vous. À moi en plus. Moi, vous parlez de vous à la première personne du pluriel. Nous, je parle de vous. Je ne sais pas pourquoi vous êtes inutilement agressif. Moi, j'ai juste posé une question sur la lapidation. Vous m'avez parlé d'autre chose et vous n'avez jamais répondu à cette question. Laissez-moi terminer. J'ai dit et répété devant Sarkozy à la télévision, comme je l'ai répété par la suite, que j'étais opposé à la pratique de tout cela, le châtiment corporel, comme également la peine de mort et la lapidation, mais je ne vais pas revenir là-dessus. L'autre chose, effectivement, je pense que la burqa n'est pas une prescription islamique, mais je pense que la France avait tort de l'interdire. C'est ma position, et ça n'a rien à voir avec ne pas être clair. On peut être contre une attitude et ne pas penser que la façon de résoudre le problème, ce soit une loi. Quant à votre question, parce que je pense que c'est ça qui est important, parce que sur votre rapport philosophique à l'ensemble de la question de la démocratie, tout ça c'est très très beau. Ce qu'on aimerait, c'est qu'en Occident aujourd'hui, et la France au premier chef, ne tourne pas autour d'un faux débat sur les relations avec, du Premier ministre avec le régime de Moubarak pour ses vacances, mais le vrai positionnement politique. Et quand vous me posez la question des frères musulmans et vous voulez une réponse claire, moi j'ai des questions très critiques sur comment perçoivent-ils effectivement la question de la charia? Comment gèrent-ils la question des minorités en Égypte? Comment vont-ils développer le rapport aux femmes? Parce que un mouvement comme celui-ci, comme beaucoup des mouvements politiques, ont des tendances contradictoires. Il faut savoir qu'à l'heure où je vous parle, il y a une chose sur laquelle tout le monde est d'accord, jusqu'à l'administration américaine, c'est qu'ils sont non violents et légalistes. Mais vous avez des tendances qui sont très très proches des littéralistes séoudiens. Et vous avez des tendances qui sont très très proches à l'intérieur, les plus jeunes, parce qu'il y a un conflit de génération, qui sont très très proches des Turcs d'Erdogan. Donc ça peut effectivement être une troisième voie. Mais ce qu'il faut aujourd'hui, c'est pas agiter l'épouvantail des islamistes, c'est dire que nous sommes pour les valeurs démocratiques et que ces valeurs démocratiques demandent à l'opposition d'établir une plateforme plurielle d'opposition politique. Pas ce que nous avons aujourd'hui, parce qu'on ne pourra pas reprocher à la dictature de ne pas tomber si l'opposition ne sait pas s'organiser. Juste une question, est-ce qu'il est bien écrit dans la charte fondatrice des frères musulmans que le Coran est notre constitution, le djihad notre voie et le martyr notre espérance? C'est le slogan qui a été constitué. Non mais attendez. C'était pour être bien sûr. Monsieur, une seconde. Est-ce qu'il n'est pas dit dans l'hymne national français qu'un sang impur va se répandre dans nos sillons? Mais qu'est-ce que vous dites? Est-ce que vous avez réduit la France à ça? Est-ce que ne réduisez pas une organisation à des slogans? Même s'il faut.
Et vous avez raison. Non, aujourd'hui, alors qu'à elles sont chantées avant chaque match de football. Oui, mais le problème, monsieur, laissez-moi terminer. La patrie en danger, c'est pas tout à fait la même histoire que laissez-moi terminer notre constitution et le djihad, notre voix. J'aimerais juste terminer une chose, en disant une chose. Même sur la question, et surtout sur ces questions de slogan, je suis d'accord avec vous, il faut être critique et poser des questions. Mais ceci dans un débat démocratique, pas dans les prisons, pas dans la torture, et jamais, quand on est démocrate, dans le silence des cabinets et des salons parisiens. Oui, Tariq Ramadan, bonsoir. Alors le moins qu'on puisse dire, c'est que vous n'êtes pas le bienvenu en France, en tout cas, parce que quand on voit les déclarations à la fois du ministre des Affaires étrangères et du ministre de l'Intérieur, il regrette que vous soyez invité au congrès de l'UOIF. Il regrette. Oui, non mais je ne suis pas bienvenu par Nicolas Sarkozy, le président, et son ministre de l'Intérieur. C'est eux qui parlent de ne pas bien m'accueillir, de ne pas être content. Je suis très très bien accueilli par un grand nombre de Français. Je ne confonds pas le peuple de France et le peuple français et certains intellectuels et certains acteurs politiques avec la position de ce gouvernement. Pourquoi cette position quand on dit que vos propos sont contraires à l'esprit républicain, qu'ils ne rendent pas service aux musulmans de France? C'est de graves accusations. Oui, c'est de graves accusations qui sont encore une fois fondées sur rien, parce que depuis 25 ans que j'interviens en France, j'interviens en demandant et en conseillant aux Français de confession musulmane de respecter la loi, d'être engagés, d'être des citoyens. Mais ce que je dis à ce gouvernement-là, c'est que depuis 5 ans qu'ils sont aux affaires, et Nicolas Sarkozy, depuis bien avant, quand il était ministre de l'Intérieur, ils n'ont rien fait sur la question sociale. On a eu des émeutes en 2005. Qu'est-ce qui a été fait dans les banlieues, si ce n'est des gesticulations et des actes de symbole, de prendre Rachida Dati ici ou Fadela Amara en nous faisant croire qu'on respecte la diversité en utilisant des symboles. Ce que vous dites, je l'entends. En même temps, je n'ai pas vu un seul leader de la gauche prendre votre défense. Je n'ai pas entendu d'intellectuel dire c'est scandaleux de montrer du doigt un autre intellectuel. Personne ne s'est levé en disant que... Non, attendez. On ne vous a pas beaucoup entendu. Non, mais le responsable pour l'Église catholique de relations avec l'islam a dit que dire que j'étais anti-républicain, c'est faux. Vous avez eu un certain nombre d'intellectuels, mais aujourd'hui qui ont pris la parole. On est en pleine campagne électorale. Oui, vous avez vu un responsable d'un parti politique prendre votre défense. Pourquoi? Parce que ça fait peur, c'est prendre la défense du diable. Exactement. Aujourd'hui, on m'a diabolisé en France. Ça fait d'ailleurs beaucoup sourire dans d'autres pays européens, jusqu'aux États-Unis, à l'heure où je vous parle maintenant, en disant mais qu'est-ce qui se passe en France? Pourquoi? Est-ce qu'on évolue en France? Et malheureusement, en France, on régresse. À un moment donné, ils vous ont fait des problèmes aussi. Vous en cherchez des encore dans la tête. Mais encore une fois, qui m'a fait des problèmes? Une administration, l'administration Bush, dont je critiquais d'une part le soutien unilatéral d'Israël sur la question israélo-palestinienne, et puis l'invasion et l'intervention en Irak. Donc on m'a diabolisé parce qu'on ne voulait pas entendre cette voix. Et là, on vous diabolise, c'est tout. Mais écoutez, mais c'est exactement la même chose. Il faut quand même que vous sachiez qu'en 2003, j'étais en face à face avec Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, et que quelques semaines plus tard, il m'envoie une lettre sur l'ouverture et le pluralisme. En fait, ce sont des gesticulations politiciennes. Nous sommes à quelques semaines... Vous croyez qu'il n'y a aucun fond? Vous croyez que c'est uniquement lié à l'échéance électorale? Alors, il y a une échéance électorale, mais il y a autre chose qui est beaucoup plus fondamentale. C'est que mon discours est extrêmement gênant, non pas parce que je divise la France, mais parce que je fais exactement le contraire. Je demande aux citoyens français d'être des citoyens à part entière, et surtout de ne pas jamais accepter qu'on parle à leur place et de se faire entendre. Donc ce discours-là, il faut bien l'entendre, des démocrates de confession musulmane aujourd'hui en France, eh ben ça fait peur. Pourquoi? Parce qu'on dit à Nicolas Sarkozy, vous n'avez pas à parler à notre place. Et puis une autre chose qui est importante, quand on vient me critiquer moi parce que je dis aux Français d'être engagés, et on dit oui, mais on ne veut pas d'un islam qui soit dirigé par des États étrangers. Qui aujourd'hui prend langue avec l'ambassade du Maroc ou l'ambassade d'Algérie pour organiser l'islam de France? Le gouvernement actuel. Il ne parle pas à ses citoyens. Oui, mais en même temps, je vais vous citer parce que à propos des musulmans, vous dites ils doivent refuser, d'être des victimes passives et consentantes. Attendez. Tous les musulmans de France ne sont pas victimes de quoi que ce soit. On n'est pas dans une société où tout le monde est montré du doigt. Vous avez parfaitement raison, mais ma formule, la phrase ne disait pas ça. Ce que je disais, c'est exactement le sens de ce que vous dites en fait. Je dis aux Français de confession musulmane, arrêtez de vous mettre dans une position de victime. Arrêtez le sentiment victimaire. Vous n'êtes pas des victimes, vous êtes des citoyens de plein droit. Parce que tous les musulmans de France sont montrés du doigt par tous les Français, c'est pas vrai. Attendez.
tous les musulmans de France ne sont pas montrés du doigt. L'atmosphère qui existe aujourd'hui en France est très négative, elle est délétère. Et l'islam est stigmatisé. Alors, attendez, moi, c'est ma réponse à ça, à cette atmosphère, c'est de dire aux musulmans, ne réagissez pas comme des victimes, devenez des citoyens et faites-vous entendre là où il faut vous faire entendre. En même temps, quand vous parlez du climat, moi, je me méfie, alors, parce qu'on l'a beaucoup entendu ici, vous savez, alors les polémiques sur le halal, sur la hiérarchie des civilisations, sur l'immigration, les gens vous disent « Ah oui, mais c'est tout ça qui produit un Mohamed Merah ». Est-ce que ce n'est pas une façon de trouver une espèce d'excuse à ces gens-là? Non, il ne faut pas chercher d'excuses, mais il faut essayer... Non, mais attendez, il faut comprendre des processus. Comprendre, ça ne veut pas dire excuser. Et ce que j'ai dit, non, comprendre ne veut pas dire excuser. De temps en temps, ça finit par vouloir dire ça. Non. Comprendre, c'est se dire comment un homme qui est considéré par ceux qui travaillent avec lui, sa psychologue ou son avocat, ou même les gens qui le connaissent, qui se disent c'est un jeune homme qui a une fragilité, qui va pas bien, qui a fait une tentative de suicide, qui a essayé d'entrer dans l'armée. À un moment donné, eh bien, il passe à autre chose et il en arrive à tuer. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça, vous devez essayer de le comprendre. Si vous voulez chercher des solutions, il faut essayer de comprendre ce qui se passe. Comprendre n'est pas justifié. L'autre chose, quand même, qu'il faut qu'on dise aujourd'hui, parce que vous dites, attendez, l'atmosphère. Oui. Quand on lance un débat sur l'identité nationale en France, on ne permet pas à une atmosphère saine de se poser. Et à la de poser des débats. Enfin, vous passez votre vie à en poser des questions. Vous, pourquoi cette question-là, elle serait... Il y a des questions qui ne sont pas légitimes. Non, parce que cette question... Non, attendez. Toutes les questions sont légitimes. Celle qui concerne... Qu'est-ce que c'est l'identité nationale? C'est une question légitime. Les questions sont légitimes. Ça dépend quand vous les posez et pour éviter quelle autre question. Alors, la logique, non. Écoutez, quand on pose la question de l'identité nationale, parce qu'on ne veut pas parler de la justice sociale, parce qu'on ne veut pas parler du manque d'écoles dans les banlieues. De l'un et de l'autre. Non, pas exactement la même chose. Non, exact. Mon point, il est le suivant. C'est qu'on parle de l'un pour éviter de parler de l'autre. C'est ça, la stratégie politique. Quand vous dites, quand même, je vais vous citer, sur Mohamed Merah, quand vous dites, c'est un pauvre garçon coupable et à condamner sans l'ombre d'un doute. Donc ça, vous le dites, je ne vous fais pas ce reproche-là. Mais même s'il fut lui-même la victime d'un ordre social qu'il avait déjà condamné, lui et 10 millions d'autres, vous ne trouvez pas que c'est un peu ça, c'est le Tariq Ramadan de gauche? De gauche, de toute façon, je suis plutôt à gauche, et ça ne me pose pas de problème, même si vous êtes à droite, il faudra entendre une parole de gauche. Mais écoutez-moi, est-ce que ça ne finit pas par excuser les choses qui sont inexcusables? Mais écoutez, je veux dire, regardez les choses en face. Merci, il n'y a pas des millions de Mohamed Merah. Je veux dire, le problème qu'on a parfois avec les gens de droite, c'est qu'ils n'écoutent pas nos réponses. Donc écoutez ma réponse. Mais vous dites qu'il n'y a pas des questions qui ne sont pas légitimes. Alors est-ce que celle-là est légitime? Vous demandez, vous expliquer là-dessus. Si vous m'écoutez, oui, elle sera légitime. Et la deuxième des choses, c'est que j'ai dit que toutes les questions étaient légitimes. Ça dépend quand on les pose pour éviter quelle autre question. Mon point ici, concernant ce que vous dites, c'est que j'essaye d'expliquer qu'à un moment donné, tout ce qui nous permet d'essayer de dessiner le portrait de ce jeune homme, comme de millions de Français de confession musulmane, ou même pas de confession musulmane, des Noirs, des gens qui sont dans l'exclusion sociale, dans le chômage, qui vivent la discrimination, vous pouvez quand même pas aujourd'hui vouloir simplement dire d'un homme c'est un monstre, point. Il y a des raisons qui expliquent ceci. C'est tout ce que j'essaye de dire. Et qu'à partir d'un certain moment, oui, c'est une victime. Oui, c'est une victime de la société. Alors, attendez, à partir d'un certain moment, juger son acte et essayer de comprendre le processus, c'est deux choses différentes. Et moi, aujourd'hui, c'est ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse quand on a en face de soi, c'est l'inhumain, c'est de comprendre l'humain. Alors, quand Youssef Qaradawi, donc le grand prédicateur qui est sur Al Jazeera toutes les semaines, dit ce qu'il dit des Juifs, vous avez envie de le défendre? Pas sur la question de ce qu'il dit des Juifs, et pas ce qu'il a dit en plus il y a une trentaine d'années. Ce qu'il dit sur la question juive... En 99, il a dit sur une chaîne qui n'était pas Al Jazeera, Hitler, il s'est félicité qu'Hitler ait remis les Juifs à leur place. Écoutez, encore une fois, non, écoutez, ceci n'est pas la traduction de ce qu'il a dit en arabe et vous devriez vérifier vos sources. Je vérifierai là-dessus. Oui, non, mais vous devez vérifier avant même de me poser la question. Le deuxième des points. Non, mais attendez, tout propos du cheikh Youssef al-Qaradawi ou d'un autre, qui confondrait la critique du sionisme politique et de l'État d'Israël dans la politique qu'il produit maintenant. De temps en temps, il y en a qui confondent vraiment, vous le savez. Tout à fait, mais toute critique qui confondra
sera condamné de mon fait parce que l'antisémitisme est contre ma religion et contre mes principes. Et quand il laisse entendre que l'homosexualité est quasiment un crime, qu'est-ce que vous lui dites? Je pense que lui, ce qu'il se pose, c'est dans la position traditionnelle. Il dit, c'est traditionnel que c'est justifiable. Attendez, lui, ce qu'il dit, c'est un péché, comme le dit le pape, comme le dit le Dalai Lama, et donc c'est un représentant religieux. Maintenant, est-ce que le Dalai Lama... Un crime n'est pas tout à fait la même chose. Non, il dit un péché. Il dit un péché majeur. Il dit alors pas là aussi, ça pourrait être traduction. Il dit pas un crime. Mais attendez, le pape, vous ne l'empêchez pas de rentrer en France. Le Dalai Lama qui dit que l'homosexualité est à condamner, on ne l'empêche pas. À partir d'un certain moment, il faut que par rapport aux représentants religieux que l'on peut avoir, c'est qu'on laisse la parole libre et critique. On empêche les gens de parler quand ils incitent au crime et à la haine. Et il ne le fait pas. Donc ma position, c'est que moi-même, sur un certain nombre de points, je peux être en désaccord avec lui. Mais sa place, elle était au congrès de l'UOIF. Mais elle est dans tous les lieux. Attendez, mais je veux dire, même la France, elle discute avec le Qatar. Et vous allez voir, je veux dire, écoutez, vous savez, à ce congrès, vous avez un homme dont on ne parle pas, il ne fait pas partie des six. Il s'appelle Rachid Ranouchi. C'est le leader des Nards en Tunisie. Pendant des années, il a été interdit d'entrer en France quand on soutenait Ben Ali. Non, mais dites-le ça, dites que non, mais attendez, laissez-moi terminer. Le gouvernement Sarkozy sort des gens à géométrie variable en fonction des relations que l'on a. On ne peut pas sortir en France aujourd'hui, on ne peut pas sortir le cher Rachid Ranouchi à cause de ce qui est en train de se passer en Tunisie. Donc ce sont que des gesticulations politiciennes. Mais Al-Qaradawi, il dit aussi beaucoup de trucs monstrueux de temps en temps. Non, mais sur Al Jazeera, il dit des choses étonnantes, mais de temps en temps, vous tombez à la renverse. Attendez. Qu'ils disent des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord, c'est une chose. Qu'on interdise de rentrer, c'en est une autre. Et la question est aujourd'hui, c'est que qu'est-ce qu'a dit Rachid Ranouchi pour que pendant pratiquement 10 ans, il ne puisse pas entrer en France? Et pourquoi aujourd'hui il rentre? Pourquoi il rentre aujourd'hui? Pouvoir aujourd'hui. Voilà, exactement. Merci d'avoir confirmé. Mais attendez, on est d'accord. Moi, je l'aurais reçu avec plaisir ici quand il était dans l'opposition. Aujourd'hui, sur l'antisémitisme, il y a un antisémitisme dans les banlieues. Vous le condamnez? Bien sûr, il faut le condamner. Il faut condamner. On l'a pas passé sous silence pendant longtemps, au nom, parce qu'on ne voyait que le vieil antisémitisme d'origine catholique et d'extrême droite. Non, c'est pas qu'on ne l'a pas passé sous silence, c'est qu'à partir d'un certain moment, on est aujourd'hui dans la surenchère. On a des jeunes qui ont l'impression qu'ils sont tellement laissés pour compte qu'on vient leur enseigner uniquement l'histoire de l'antisémitisme et l'extermination des juifs. Aujourd'hui, il faut une démarche pédagogique beaucoup plus globale. Il faut en même temps qu'on leur reconnaît une place de français, qu'on leur dise clairement... Ils se la jouent l'intifada aussi, il faut dire. Hein. Non, ils ne se la jouent pas l'intifada. Ils vivent dans des conditions qui sont le double du taux de chômage dans les banlieues par rapport à la moyenne française. C'est ça qui ne justifie pas de tenir des propos comme ça, une fois de plus. Attendez, la question n'est pas de savoir, de justifier, je ne le justifie pas. Je dis qu'il faut comprendre d'où on part. Et qu'aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est que les jeunes doivent suivre à l'école tous les cours et comprendre l'histoire de l'antisémitisme, mais il faut qu'en France, et il faut qu'ils écoutent et pas qu'ils troublent les minutes de silence quand elles sont faites pour des jeunes qui ont été tués. Exactement. Et il faut les condamner quand même. Il faut qu'en France, on ne fasse pas de hiérarchie vis-à-vis des racismes. Il faut que n'importe quelle expression anti-musulmane soit critiquée de la même façon, avec la même force. En une seconde, Marine Le Pen qui demande l'interdiction de l'UOIF. La gesticulation politique, populisme qui ne sert à rien, ça n'est pas en empêchant les gens de parler qu'on aura de la dignité. Marine Le Pen ne s'honore pas une fois de plus. Tariq Ramadan, merci. Merci à vous. C'est de dire aux musulmans, ne réagissez pas comme des victimes, devenez des citoyens et faites-vous entendre là où il faut vous faire entendre. En même temps, quand vous parlez du climat, moi je me méfie, parce qu'on l'a beaucoup entendu ici, vous savez, alors les polémiques sur le halal, sur la hiérarchie des civilisations, sur l'immigration, les gens vous disent, ah oui, mais c'est tout ça qui produit un Mohamed Merah. Est-ce que ce n'est pas une façon de trouver une espèce d'excuse à ces gens-là? Non, il ne faut pas chercher d'excuses, mais il faut essayer... Non, mais attendez, il faut comprendre des processus. Comprendre, ça ne veut pas dire excuser. Et ce que j'ai dit, non, comprendre ne veut pas dire... De temps en temps, ça finit par vouloir dire ça. Non. Comprendre, c'est se dire comment un homme qui est considéré par ceux qui travaillent avec lui, sa psychologue ou son avocat, ou même les gens qui le connaissent, qui se disent c'est un jeune homme qui a une fragilité, qui va pas bien, qui a fait une tentative de suicide, qui a essayé d'entrer dans l'armée. À un moment donné, il passe à autre chose et il en arrive à tuer. Qu'est-ce qui se passe? Ça, vous devez essayer de le comprendre. Si vous voulez chercher des solutions, il faut essayer de comprendre ce qui se passe. Comprendre n'est pas justifier. L'autre chose quand même, qu'il faut qu'on dise aujourd'hui, parce que vous dites, attendez, l'atmosphère... Oui. Quand on lance un débat sur l'identité nationale en France,
on ne permet pas à une atmosphère saine de se poser. Et à de poser des débats. Enfin, vous passez votre vie à en poser des questions. Vous, pourquoi cette question-là, elle serait... Il y a des questions qui ne sont pas légitimes. Non, parce que cette question... Non, attendez. Toutes les questions sont légitimes. Celle qui concerne qu'est-ce que c'est l'identité nationale, c'est une question légitime. Les questions sont légitimes, ça dépend quand vous les posez et pour éviter quelle autre question. Alors la logique, non. Écoutez, quand on pose la question de l'identité nationale, parce qu'on ne veut pas parler de la justice sociale, parce qu'on ne veut pas parler du manque d'écoles dans les banlieues. De l'un et de l'autre. Non, pas exactement la même chose. Non, exact. Mon point, il est le suivant. C'est qu'on parle de l'un pour éviter de parler de l'autre. C'est ça la stratégie politique. Quand vous dites, quand même, je vais vous citer, sur Mohamed Merah, quand vous dites, c'est un pauvre garçon coupable et à condamner sans l'ombre d'un doute. Donc ça, vous le dites, je ne vous fais pas ce reproche-là. Mais même s'il fut lui-même la victime d'un ordre social qu'il avait déjà condamné, lui et 10 millions d'autres, vous ne trouvez pas que c'est un peu ça, c'est Tariq Ramadan de qui m'a fait des problèmes? Une administration, l'administration Bush, dont je critiquais d'une part le soutien unilatéral d'Israël sur la question israélo-palestinienne, et puis l'invasion et l'intervention en Irak. Donc on m'a diabolisé parce qu'on ne voulait pas entendre cette voix. Et là, on vous diabolise, c'est tout. Mais écoutez, c'est exactement la même chose. Il faut quand même que vous sachiez qu'en 2003, j'étais en face à face avec Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, et que quelques semaines plus tard, il m'envoie une lettre sur l'ouverture et le pluralisme. En fait, ce sont des gesticulations politiciennes. Nous sommes à quelques semaines... Vous croyez qu'il n'y a aucun fond? Vous croyez que c'est uniquement lié à l'échéance électorale? Alors, il y a une échéance électorale, mais il y a autre chose qui est beaucoup plus fondamentale. C'est que mon discours est extrêmement gênant, non pas parce que je divise la France, mais parce que je fais exactement le contraire. Je demande aux citoyens français d'être des citoyens à part entière, et surtout de ne pas jamais accepter qu'on parle à leur place et de se faire entendre. Donc ce discours-là, il faut bien l'entendre, des démocrates de confession musulmane aujourd'hui en France, ça fait peur. Pourquoi? Parce qu'on dit à Nicolas Sarkozy, vous n'avez pas à parler à notre place. Et puis une autre chose qui est importante, quand on vient me critiquer moi parce que je dis aux Français d'être engagés, et on dit oui, mais on ne veut pas d'un islam qui soit dirigé par des États étrangers. Qui aujourd'hui prend langue avec l'ambassade du Maroc ou l'ambassade d'Algérie pour organiser l'islam de France? Le gouvernement actuel. Le cher Rachid Rannouchi, à cause de ce qui est en train de se passer en Tunisie. Donc ce sont que des gesticulations politiciennes. Mais Al-Qaradawi, il dit aussi beaucoup de trucs monstrueux de temps en temps. Non, mais sur Al Jazeera, il dit des choses étonnantes, mais de temps en temps, vous tombez à la renverse. Attendez. Qu'ils disent des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord, c'est une chose. Qu'on interdise de rentrer, c'en est une autre. Et la question est aujourd'hui, c'est que qu'est-ce qu'a dit Rachid Rannouchi pour que pendant pratiquement 10 ans, il ne puisse pas entrer en France? Et pourquoi aujourd'hui il rentre? Pourquoi il rentre aujourd'hui? Pouvoir aujourd'hui. Voilà, exactement. Merci d'avoir confirmé. Mais attendez, on est d'accord. Moi, je l'aurais reçu avec plaisir ici quand il était dans l'opposition. Aujourd'hui, sur l'antisémitisme, il y a un antisémitisme dans les banlieues. Vous le condamnez? Bien sûr, il faut le condamner. Il faut condamner. On ne l'a pas passé sous silence pendant longtemps au nom parce qu'on ne voyait que le vieil antisémitisme d'origine. C'est comme pour M. Ramadan. C'est pas aussi clair que ça, somme que c'est laid, clair. Et que la preuve a été apportée que M. Ramadan se mobilise contre moi et soutient M. Hollande. Contre vous, il a dit qu'il fait ce qu'il appellera voter contre vous, quel que soit le candidat. On a revu ses déclarations aujourd'hui. Quand il y a deux candidats au deuxième tour et que M. Ramadan, dont je conteste qu'il soit un intellectuel, parce que vous aviez débattu avec lui d'ailleurs sur France 2 il y a quelques années. Permettez-moi de vous dire, parce qu'un homme qui est capable de demander un moratoire sur la lapidation des femmes adultères, cet homme n'a pas de cité. Non, ça ne me gêne pas, il faut le dire. Quand il y a deux candidats au deuxième tour et qu'il dit « je veux faire battre M. Sarkozy », c'est ma fierté, M. C'était avant le deuxième tour. Non. Il l'a dit cet après-midi. C'est une dépêche de 18h17. Si vous ne l'avez pas, je peux vous la fournir. Bon. Deux questions sur le programme de François Hollande, c'est l'avant-débat. Chacun ses soutiens. Permettez-moi de vous le dire. Chacun ses soutiens. En tout cas, moi, je suis très heureux que M. Ramadan, qui est une honte pour les idées qu'il défend. Il soutient personne, il veut vous faire battre. Voilà. Oui. C'est ce qu'il a dit pour être précis. Quand il y a deux candidats, M. Namias, et qu'on dit qu'il faut faire battre l'autre, c'est qu'on soutient l'un, non? Vous ne croyez pas? C'est trop simple ce que je dis. En tout cas, moi, je suis heureux que M. Ramadan, qui exploite et qui fait la honte d'un certain nombre de nos compatriotes musulmans qui méritent d'être mieux représentés. Cet homme, c'est Tariq Ramadan, un des musulmans les plus influents du monde. Il a ses entrées partout, même s'il est très controversé. Dit dans le sommaire de cette émission,
un journal, un hebdomadaire américain a classé M. Tariq Ramadan parmi les 100 penseurs les plus influents de la planète. M. Tariq Ramadan est un des leaders musulmans les plus connus en Europe. Fascine les gens. Moi-même, j'ai été fasciné par lui. C'est un garçon charmeur, intelligent, qui est anglophone, arabophone, francophone. C'est un type brillant. C'est un type qui a des qualités tout à fait importantes. Il est charismatique, il est stratège, il est intelligent, il a une légitimité historique. C'est un maître de la communication, incontestablement. Vous êtes un intellectuel. Tu sais, en ce moment, depuis quelques temps, enfin depuis que l'autre il est là, j'ai l'impression de prendre des claques tous les jours. Mais c'est systématique. Et franchement, j'ai une vraie rage aujourd'hui, une vraie rage. Et ça, nous devons le comprendre. Même les musulmans modérés attachés aux valeurs laïques se sentent stigmatisés par l'exploitation politique de l'islamophobie. Oh, mademoiselle, vous avez l'air pressée. Où est-ce que vous allez? Il y a Tariq Ramadan. C'est important, cet homme-là? Oui, très. Pourquoi? C'est pour son éloquence, je pense. Ouais. Bon, on va aller le voir aussi. Un homme surfe sur cette frustration que ressentent les musulmans de France. Tariq Ramadan, un personnage séduisant, brillant, mais politiquement trouble. Il prône tantôt la modernité, tantôt la tradition. Lors d'une de ces grandes messes, nous avons choisi un passage surprenant. Écoutez. L'islam pour nous est une grande religion, mais les musulmans ont des contradictions aujourd'hui. Savoir les regarder en face et sans complexe. Il y a des gens qui viennent vers moi des conférences et disent mais pourquoi t'as dit ça? Pourquoi t'as dit qu'on pouvait être raciste? Pourquoi tu dis qu'on a des problèmes? Mais parce qu'on est raciste. Parce qu'on a des problèmes avec les femmes. Parce qu'on a des problèmes dans notre communauté qu'il faut réformer. Il faut cesser de penser que l'autocritique, c'est de faire gagner l'autre. L'autocritique constructive, c'est de nous faire toujours gagner nous. Il veut gagner. Et il est fort, cet homme. Je suis un contre-pouvoir, celui de l'éthique, celui de la résistance noble du verbe français. Je me suis impliqué dans un projet local dans plusieurs cités. Ici, en Hollande, je me suis impliqué avec la municipalité à Rotterdam et c'est effectivement, il y a des secteurs sur lesquels il faut qu'on travaille. Alors, par exemple, on a commencé par faire tout un travail de mapping, de savoir quelles sont les organisations et ce qu'elles font sur le terrain, et de commencer par un premier projet autour de la question de la... Non, mais écoutez, je veux dire, regardez les choses en face. Merci, il n'y a pas des millions de Mohamed Merah. Je veux dire, le problème qu'on a parfois avec les gens de droite, c'est qu'ils n'écoutent pas nos réponses. Oui. Donc écoutez ma réponse. Mais vous dites qu'il n'y a pas des questions qui ne sont pas légitimes. Alors est-ce que celle-là est légitime? Vous demandez, vous expliquer là-dessus. Si vous m'écoutez, oui, elle sera légitime. Et la deuxième des choses, c'est que j'ai dit que toutes les questions étaient légitimes. Ça dépend quand on les pose. Pour éviter quelle autre question? Mon point ici, concernant ce que vous dites, c'est que j'essaye d'expliquer qu'à un moment donné, tout ce qui nous permet d'essayer de dessiner le portrait de ce jeune homme, comme de millions de Français de confession musulmane, ou même pas de confession musulmane, des Noirs, des gens qui sont dans l'exclusion sociale, dans le chômage, qui vivent la discrimination, vous pouvez quand même pas aujourd'hui vouloir simplement dire d'un homme c'est un monstre, point. Il y a des raisons qui expliquent ceci. C'est tout ce que j'essaye de dire. Et qu'à partir d'un certain moment, oui, c'est une victime. Oui, c'est une victime de la société. Alors, attendez, à partir d'un certain moment, juger son acte et essayer de comprendre le processus, c'est deux choses différentes. Et moi, aujourd'hui, c'est ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse quand on a en face de soi, c'est l'inhumain, c'est de comprendre l'humain. Alors, quand Youssef Qaradawi, donc le grand prédicateur qui est sur Al Jazeera toutes les semaines, dit ce qu'il dit des Juifs, vous avez envie de le défendre? Pas sur la question de ce qu'il dit des Juifs et pas ce qu'il a dit en plus il y a une trentaine d'années. Ce qu'il dit sur la question juive... En 99, il a dit sur une chaîne qui n'était pas Al Jazeera, Hitler, il s'est félicité qu'Hitler ait remis les Juifs à leur place. Écoutez, encore une fois, non, écoutez, ceci n'est pas la traduction de ce qu'il a dit en arabe et vous devriez vérifier vos sources. Je vérifierai là-dessus. Oui, non, mais vous devez vérifier avant même de me poser la question. Le deuxième des points. Non, mais attendez, toutes
tout propos du cheikh Youssef al-Qaradawi ou d'un autre qui confondrait la critique du sionisme politique et de l'État d'Israël dans la politique qu'il produit maintenant. De temps en temps, il y en a qui confondent vraiment, vous le savez. Ouais, tout à fait. Mais toute vous critique... Vous condamnez ça. Toute critique qui confond... Tariq Ramadan, bonsoir. Alors le moins qu'on puisse dire, c'est que vous n'êtes pas le bienvenu en France, en tout cas, parce que quand on voit les déclarations à la fois du ministre des Affaires étrangères et du ministre de l'Intérieur, il regrette que vous soyez invité au congrès de l'UOIF. Il regrette. Oui, non mais je ne suis pas bienvenu par Nicolas Sarkozy, le président, et son ministre de l'Intérieur. C'est eux qui parlent de ne pas bien m'accueillir, de ne pas être content. Je suis très très bien accueilli par un grand nombre de Français. Je ne confonds pas le peuple de France et le peuple français et certains intellectuels et certains acteurs politiques avec la position de ce gouvernement. Pourquoi cette position quand on dit que vos propos sont contraires à l'esprit républicain, qu'ils ne rendent pas service aux musulmans de France? C'est de graves accusations. Oui, c'est de graves accusations qui sont encore une fois fondées sur rien, parce que depuis 25 ans que j'interviens en France, j'interviens en demandant et en conseillant aux Français de confession musulmane de respecter la loi, d'être engagés, d'être des citoyens. Mais ce que je dis à ce gouvernement-là, c'est que depuis 5 ans qu'ils sont aux affaires, et Nicolas Sarkozy, depuis bien avant, quand il était ministre de l'Intérieur, ils n'ont rien fait sur la question sociale. On a eu des émeutes en 2005. Qu'est-ce qui a été fait dans les banlieues, si ce n'est des gesticulations et des actes de symbole, de prendre Rachida Dati ici ou Fadela Amara en nous faisant croire qu'on respecte la diversité en utilisant des symboles. Ce que vous dites, je l'entends. En même temps, je n'ai pas vu un seul leader de la gauche prendre votre défense. Je n'ai pas entendu d'intellectuel dire c'est scandaleux de montrer du doigt un autre intellectuel. Personne ne s'est levé en disant que... Non, attendez, mais le responsable pour l'Église catholique de relations avec l'islam a dit que dire que j'étais anti-républicain, c'est faux. Vous avez eu un certain nombre d'intellectuels, mais aujourd'hui qui on est en pleine campagne électorale. Vous avez vu un responsable d'un parti politique prendre votre défense. Pourquoi? Parce que ça fait peur, c'est prendre la défense du diable. Exactement. Aujourd'hui, on m'a diabolisé en France. Ça fait d'ailleurs beaucoup sourire dans d'autres pays européens, jusqu'aux États-Unis, à l'heure où je vous parle maintenant, en disant mais qu'est-ce qui se passe en France? Pourquoi? Est-ce qu'on évolue en France? Et malheureusement, mais aux États-Unis, à un moment donné, ils vous ont fait des problèmes aussi. Vous en cherchez des coups dans la tête. Mais encore une fois, Fondra sera condamné de mon fait parce que l'antisémitisme est contre ma religion et contre mes principes. Et quand il laisse entendre que l'homosexualité est quasiment un crime, qu'est-ce que vous lui dites? Je pense que lui, ce qu'il se pose, c'est dans la position traditionnelle. Il dit traditionnelle que c'est justifiable. Attendez, lui, ce qu'il dit, c'est un péché, comme le dit le pape, comme le dit le Dalai Lama, et donc c'est un représentant religieux. Maintenant, est-ce que le Dalai Lama... Un péché et un crime n'est pas tout à fait la même chose. Non, il dit un péché. Il dit un péché majeur. Il dit alors pas là aussi, c'est un problème de traduction. Il dit pas un crime. Mais attendez, le pape, vous ne l'empêchez pas de rentrer en France. Le Dalai Lama qui dit que l'homosexualité est à condamner, on ne l'empêche pas. À partir d'un certain moment, il faut que par rapport aux représentants religieux que l'on peut avoir, c'est qu'on laisse la parole libre et critique. On empêche les gens de parler quand ils incitent au crime et à la haine. Et il ne le fait pas. Donc ma position, c'est que moi-même, sur un certain nombre de points, je peux être en désaccord avec lui. Mais sa place, elle était au congrès de l'UOIF. Elle est dans tous les lieux. Attendez, mais je veux dire, même la France, elle discute avec le Qatar. Et vous allez voir, je veux dire, écoutez, vous savez, à ce congrès, vous avez un homme dont on ne parle pas, il ne fait pas partie des 6. Il s'appelle Rachid Ghannouchi. C'est le leader des Nards en Tunisie. Pendant des années, il a été interdit d'entrer en France quand on soutenait Ben Ali. Non, mais dites-le ça, dites que non, mais attendez, laissez-moi terminer. Le gouvernement Sarkozy sort des gens à géométrie variable en fonction des relations que l'on a. On ne peut pas sortir en France aujourd'hui. On ne peut pas sortir. Poser des débats. Enfin, vous passez votre vie à en poser des questions. Vous, pourquoi cette question-là, elle serait... Il y a des questions qui ne sont pas légitimes. Non, parce que cette question... Non, attendez. Toutes les questions sont légitimes. Celle qui concerne qu'est-ce que c'est l'identité nationale, c'est une question légitime. Les questions sont légitimes. Ça dépend quand vous les posez et pour éviter quelle autre question. Alors la logique, non. Écoutez, quand on pose la question de l'identité nationale, parce qu'on ne peut pas parler de la justice sociale, parce qu'on ne peut pas parler du manque d'écoles dans les banlieues. De l'un et de l'autre. Non, pas exactement la même chose. Non, exact. Mon point, il est le suivant. C'est qu'on parle de l'un pour éviter de parler de l'autre. C'est ça la stratégie politique. Quand vous dites, quand même, je vais vous citer, sur Mohamed Merah, quand vous dites, c'est un pauvre garçon coupable et à condamner sans l'ombre d'un doute. Donc ça, vous le dites, je ne vous fais pas ce reproche-là. Mais même s'il fut lui-même la victime d'un ordre social qu'il avait déjà condamné, lui et 10 millions d'autres, vous ne trouvez pas que c'est un peu ça, c'est le Tariq Ramadan de gauche?
De gauche, de toute façon, je suis plutôt à gauche, et ça me pose pas de problème. Même si vous êtes à droite, il faudra entendre une parole de gauche. Mais écoutez-moi, est-ce que ça finit pas par excuser les choses qui sont inexcusables? Mais écoutez, je veux dire, regardez les choses en face. Merci, il n'y a pas des millions de Mohamed Merah. Je veux dire, le problème qu'on a parfois avec les gens de droite, c'est qu'ils n'écoutent pas nos réponses. Oui. Donc écoutez ma réponse. Mais vous dites qu'il n'y a pas des questions qui ne sont pas légitimes. Alors est-ce que celle-là est légitime? Vous demandez, vous expliquez là-dessus. Si vous m'écoutez, oui, elle sera légitime. Et la deuxième des choses, c'est que j'ai dit que toutes les questions étaient légitimes. Ça dépend quand on les pose pour éviter quelle autre question. Mon point ici, concernant ce que vous dites, c'est que j'essaye d'expliquer qu'à un moment donné, tout ce qui nous permet d'essayer de dessiner le portrait de ce jeune homme, comme de millions de Français de confession musulmane, ou même pas de confession musulmane, des Noirs, des gens qui sont dans l'exclusion sociale, dans le chômage, qui vivent la discrimination, vous pouvez quand même pas aujourd'hui vouloir simplement dire d'un homme c'est un monstre, point. Il y a des raisons qui expliquent ceci. C'est tout ce que j'essaye de dire. Et qu'à partir d'un certain moment, oui, c'est une victime. Oui, c'est une victime de la société. Alors, attendez, à partir d'un certain moment, juger son acte et essayer de comprendre le processus, c'est deux choses différentes. Et moi, aujourd'hui, c'est ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse quand on a en face de soi, c'est l'inhumain, c'est de comprendre l'humain. Alors, quand Youssef Qaradawi, donc le grand prédicateur qui est sur Al Jazeera toutes les semaines, dit ce qu'il dit des Juifs, vous avez envie de le défendre? Pas sur la question de ce qu'il dit des Juifs, et pas ce qu'il a dit en plus il y a une trentaine d'années. Ce qu'il dit sur la question juive... En 99, il a dit sur une chaîne qui n'était pas Al Jazeera, Hitler, il s'est félicité qu'Hitler ait remis les Juifs à leur place. Écoutez, encore une fois, non, écoutez, ceci n'est pas la traduction de ce qu'il a dit en arabe et vous devriez vérifier vos sources. Je vérifierai là-dessus. Oui, non, mais vous devez vérifier avant même de me poser la question. Le deuxième des points. Non, mais attendez, tout propos du cheikh Youssef Al-Qaradawi ou d'un autre, qui confondrait la critique du sionisme politique, de l'État d'Israël dans la politique qu'il produit maintenant. De temps en temps, il y en a qui confondent vraiment, vous le savez. Tout à fait. Mais vous condamnez ça. Toute critique qui confondra sera condamné de mon fait parce que l'antisémitisme est contre ma religion et contre mes principes. Et quand il laisse entendre que l'homosexualité est quasiment un crime, qu'est-ce que vous lui dites? Je pense que lui, ce qu'il se pose, c'est dans la position traditionnelle. Il dit traditionnelle que c'est justifié. Attendez, lui, ce qu'il dit, c'est un péché, comme le dit le pape, comme le dit le Dalai Lama, et donc c'est un représentant religieux. Maintenant, est-ce que le Dalai Lama... Un péché et un crime n'est pas tout à fait la même chose. Non, il dit un péché. Il dit un péché majeur. Il dit alors pas là aussi, c'est un problème de traduction. Il dit pas un crime. Mais attendez, le pape, vous ne l'empêchez pas de rentrer en France. Le Dalai Lama qui dit que l'homosexualité est à condamner, on ne l'empêche pas. À partir d'un certain moment, il faut que par rapport aux représentants religieux que l'on peut avoir, c'est qu'on laisse la parole libre et critique. On empêche les gens de parler quand ils incitent au crime et à la haine. Et il ne le fait pas. Donc ma position, c'est que moi-même, sur un certain nombre de points, je peux être en désaccord avec lui. Mais sa place, elle était au congrès de l'UOIF. Elle est dans tous les lieux. Attendez, mais je veux dire, même la France, elle discute avec le Qatar. Et vous allez voir, je veux dire, écoutez, vous savez, à ce congrès, vous avez un homme dont on ne parle pas, il ne fait pas partie des six. Il s'appelle Rachid Ghannouchi. C'est le leader des Nards en Tunisie. Pendant des années, il a été interdit d'entrer en France quand on soutenait Ben Ali. Non, mais dites-le ça, dites que non, mais attendez, laissez-moi terminer. Le gouvernement Sarkozy sort des gens à géométrie variable en fonction des relations que l'on a. On ne peut pas sortir en France aujourd'hui, on ne peut pas sortir le cheikh Rachid Ghannouchi à cause de ce qui est en train de se passer en Tunisie. Donc ce sont que des gesticulations politiciennes. Mais Al-Qaradawi, il dit aussi beaucoup de trucs monstrueux de temps en temps. Non, mais sur Al Jazeera, il dit des choses étonnantes, mais de temps en temps, vous tombez à la renverse. Attendez. Qu'ils disent des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord, c'est une chose. Qu'on interdise de rentrer, c'en est une autre. Et la question est aujourd'hui, c'est que qu'est-ce qu'a dit Rachid Ghannouchi pour que pendant pratiquement 10 ans, il ne puisse pas entrer en France? Et pourquoi aujourd'hui il rentre? Pourquoi il rentre aujourd'hui? Pouvoir aujourd'hui. Voilà, exactement. Merci d'avoir confirmé. Mais attendez, on est d'accord. Moi, je l'aurais reçu avec plaisir ici quand il était dans l'opposition. Aujourd'hui, sur l'antisémitisme, il y a un antisémitisme dans les banlieues. Vous le condamnez? Bien sûr, il faut le condamner. Il faut condamner. On ne l'a pas passé sous silence pendant longtemps au nom parce qu'on ne voyait que le vieil antisémitisme d'origine catholique et d'extrême droite. Non, c'est pas qu'on ne l'a pas passé sous silence, c'est qu'à partir d'un certain moment, on est aujourd'hui dans la surenchère. On a des jeunes qui ont l'impression qu'ils sont tellement laissés pour compte qu'on vient leur enseigner uniquement l'histoire de l'antisémitisme et l'extermination des Juifs. Aujourd'hui, il faut une démarche pédagogique beaucoup plus globale. Tariq Ramadan, bonsoir. Alors le moins qu'on puisse dire, c'est que vous n'êtes pas le bienvenu en France, en tout cas, parce que quand on voit les déclarations à la fois du ministre des Affaires étrangères et du ministre de l'Intérieur, ils regrettent
que vous soyez invité au congrès de l'UOIF. Il regrette. Oui, non mais je ne suis pas bienvenu par Nicolas Sarkozy, le président, et son ministre de l'Intérieur. C'est eux qui parlent de ne pas bien m'accueillir, de ne pas être content. Je suis très très bien accueilli par un grand nombre de Français. Je ne confonds pas le peuple de France et le peuple français et certains intellectuels et certains acteurs politiques avec la position de ce gouvernement. Pourquoi cette position quand on dit que vos propos sont contraires à l'esprit républicain, qu'ils ne rendent pas service aux musulmans de France? C'est de graves accusations. Oui, c'est de graves accusations qui sont encore une fois fondées sur rien, parce que depuis 25 ans que j'interviens en France, j'interviens en demandant et en conseillant aux Français de confession musulmane de respecter la loi, d'être engagés, d'être des citoyens. Mais ce que je dis à ce gouvernement-là, c'est que depuis 5 ans qu'ils sont aux affaires, et Nicolas Sarkozy, depuis bien avant, quand il était ministre de l'Intérieur, ils n'ont rien fait sur la question sociale. On a eu des émeutes en 2005. Qu'est-ce qui a été fait dans les banlieues, si ce n'est des gesticulations et des actes de symbole, de prendre Rachida Dati ici ou Fadela Amara en nous faisant croire qu'on respecte la diversité en utilisant des symboles. Ce que vous dites, je l'entends. En même temps, je n'ai pas vu un seul leader de la gauche prendre votre défense. Je n'ai pas entendu d'intellectuel dire c'est scandaleux de montrer du doigt un autre intellectuel. Personne ne s'est levé en disant que... Non, attendez. On vous a pas beaucoup entendu. Non, mais le responsable pour l'Église catholique de relations avec l'islam a dit que dire que j'étais anti-républicain, c'est faux. Vous avez eu un certain nombre d'intellectuels, mais aujourd'hui qui on est en pleine campagne électorale. Oui, vous avez vu un responsable d'un parti politique prendre votre défense. Pourquoi? Parce que ça fait peur, c'est prendre la défense du diable. Exactement. Aujourd'hui, on m'a diabolisé en France. Ça fait d'ailleurs beaucoup sourire dans d'autres pays européens, jusqu'aux États-Unis, à l'heure où je vous parle maintenant, en disant mais qu'est-ce qui se passe en France? Pourquoi est-ce qu'on évolue en France? Et malheureusement, en France, on regresse. À un moment donné, ils vous ont fait des problèmes aussi. Vous en cherchez des coups dans la tête. Mais encore une fois, qui m'a fait des problèmes? Une administration, l'administration Bush, dont je critiquais d'une part le soutien unilatéral d'Israël sur la question israélo-palestinienne, et puis l'invasion et l'intervention en Irak. Donc on m'a diabolisé parce qu'on ne voulait pas entendre cette voix. Et là, on vous diabolise, c'est tout. Mais écoutez, c'est exactement la même chose. Il faut quand même que vous sachiez qu'en 2003, j'étais en face à face avec Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, et que quelques semaines plus tard, il m'envoie une lettre sur l'ouverture et le pluralisme. En fait, ce sont des gesticulations politiciennes. Nous sommes à quelques semaines... Vous croyez qu'il n'y a aucun fond? Vous croyez que c'est uniquement lié à l'échéance électorale? Alors, il y a une échéance électorale, mais il y a autre chose qui est beaucoup plus fondamentale. C'est que mon discours est extrêmement gênant, non pas parce que je divise la France, mais parce que je fais exactement le contraire. Je demande aux citoyens français d'être des citoyens à part entière, et surtout de ne pas jamais accepter qu'on parle à leur place et de se faire entendre. Donc ce discours-là, il faut bien l'entendre, des démocrates de confession musulmane aujourd'hui en France, eh ben ça fait peur. Pourquoi? Parce qu'on dit à Nicolas Sarkozy, vous n'avez pas à parler à notre place. Et puis une autre chose qui est importante, quand on vient me critiquer moi parce que je dis aux Français d'être engagés, et on dit oui, mais on ne veut pas d'un islam qui soit dirigé par des États étrangers. Qui aujourd'hui prend langue avec l'ambassade du Maroc ou l'ambassade d'Algérie pour organiser l'islam de France? Le gouvernement actuel, il ne parle pas à ses citoyens. Oui, mais en même temps, je vais vous citer parce que à propos des musulmans, vous dites ils doivent refuser, d'être des victimes passives et consentantes. Attendez. Tous les musulmans de France ne sont pas victimes de quoi que ce soit. On n'est pas dans une société où tout le monde est montré du doigt. Vous avez parfaitement raison, mais ma formule, la phrase ne disait pas ça. Ce que je disais, c'est exactement le sens de ce que vous dites en fait. Je dis aux Français de confession musulmane, arrêtez de vous mettre dans une position de victime. Arrêtez le sentiment victimaire. Vous n'êtes pas des victimes, vous êtes des citoyens de plein droit. Parce que tous les musulmans de France sont montrés du doigt par tous les Français. C'est pas vrai. Attendez. Tous les musulmans de France ne sont pas montrés du doigt. L'atmosphère qui existe aujourd'hui en France est très négative, elle est délétère. Et l'islam est stigmatisé. Oui. Alors, attendez, moi, c'est ma réponse à ça, à cette atmosphère, c'est de dire aux musulmans, ne réagissez pas comme des victimes, devenez des citoyens et faites-vous entendre là où il faut vous faire entendre. En même temps, quand vous parlez du climat, moi, je me méfie, parce qu'on l'a beaucoup entendu ici, vous savez, alors les polémiques sur le halal, sur la hiérarchie des civilisations, sur l'immigration, les gens vous disent « Ah oui, mais c'est tout ça qui produit un Mohamed Merah ». Est-ce que ce n'est pas une façon de trouver une espèce d'excuse à ces gens-là? Non, il ne faut pas chercher d'excuses, mais il faut essayer... aucune, quand même. Mais attendez, il faut comprendre des processus. Comprendre, ça ne veut pas dire excuser. Et ce que j'ai dit, non, comprendre ne veut pas dire excuser. De temps en temps, ça finit par vouloir dire ça. Non. Comprendre, c'est se dire comment
un homme qui est considéré par ceux qui travaillent avec lui, sa psychologue ou son avocat, ou même les gens qui le connaissent, qui se disent c'est un jeune homme qui a une fragilité, qui va pas bien, qui a fait une tentative de suicide, qui a essayé d'entrer dans l'armée. À un moment donné, eh bien, il passe à autre chose et il en arrive à tuer. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça, vous devez essayer de le comprendre. Si vous voulez chercher des solutions, il faut essayer de comprendre ce qui se passe. Comprendre n'est pas justifier. L'autre chose, quand même, qu'il faut qu'on dise aujourd'hui, parce que vous dites, attendez, l'atmosphère. Oui, quand on lance un débat sur l'identité nationale en France, on ne permet pas à une atmosphère saine de se poser. Et alors, il faut en même temps qu'on leur reconnaît une place de français, qu'on leur dise clairement... Ils se la jouent l'intifada aussi, il faut dire. Hein. Non, ils ne se la jouent pas l'intifada. Ils vivent dans des conditions qui sont le double du taux de chômage dans les banlieues par rapport à la moyenne française. C'est ça qu'ils vivent. Ça ne justifie pas de tenir des propos comme ça, attendez, une fois de plus. Attendez, la question n'est pas de savoir, de justifier, je ne le justifie pas. Je dis qu'il faut comprendre d'où on part. Et qu'aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est que les jeunes doivent suivre à l'école tous les cours et comprendre l'histoire de l'antisémitisme, mais il faut qu'en France, il faut qu'ils écoutent et pas qu'ils troublent les minutes de silence quand elles sont faites pour des jeunes qui ont été tués. Exactement. Et il faut les condamner quand même. Il faut qu'en France, on ne fasse pas de hiérarchie vis-à-vis des racismes. Il faut que n'importe quelle expression anti-musulmane soit critiquée de la même façon, avec la même force. En une seconde, Marine Le Pen qui demande l'interdiction de l'UOIF. La gesticulation politique, populisme qui ne sert à rien, ça n'est pas en empêchant les gens de parler qu'on aura de la dignité. Marine Le Pen ne s'honore pas une fois de plus. Tariq Ramadan, merci. Merci à vous. C'est de dire aux musulmans, ne réagissez pas comme des victimes, devenez des citoyens et faites-vous entendre là où il faut vous faire entendre. En même temps, quand vous parlez du climat, moi je me méfie, parce qu'on l'a beaucoup entendu ici, vous savez, alors les polémiques sur le halal, sur la hiérarchie des civilisations, sur l'immigration, les gens vous disent, ah oui, mais c'est tout ça qui produit un Mohamed Merah. Est-ce que c'est pas une façon de trouver une espèce d'excuse à ces gens-là? Non, il ne faut pas chercher d'excuses, mais il faut essayer... aucune, quand même. Mais attendez, il faut comprendre des processus. Comprendre, ça ne veut pas dire excuser. Et ce que j'ai dit, non, comprendre ne veut pas dire excuser. De temps en temps, ça finit par vouloir dire ça. Non. Comprendre, c'est se dire comment un homme qui est considéré par ceux qui travaillent avec lui, sa psychologue ou son avocat, ou même les gens qui le connaissent, qui se disent c'est un jeune homme qui a une fragilité, qui va pas bien, qui a fait une tentative de suicide, qui a essayé d'entrer dans l'armée. À un moment donné, eh bien, il passe à autre chose et il en arrive à tuer. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça, vous devez essayer de le comprendre. Si vous voulez chercher des solutions, il faut essayer de comprendre ce qui se passe. Comprendre n'est pas justifier. L'autre chose, quand même, qu'il faut qu'on dise aujourd'hui, parce que vous dites, attendez, l'atmosphère... Oui, quand on lance un débat sur l'identité nationale en France, on ne permet pas à une atmosphère saine de se poser. Et à de poser des débats. Enfin, vous passez votre vie à en poser des questions. Vous, pourquoi cette question-là, elle serait... Il y a des questions qui ne sont pas légitimes. Non, parce que cette question... Non, attendez. Toutes les questions sont légitimes. Celle qui concerne... Qu'est-ce que c'est l'identité nationale? C'est une question légitime. Les questions sont légitimes. Ça dépend quand vous les posez et pour éviter quelle autre question. Alors la logique, non. Écoutez, quand on pose la question de l'identité nationale, parce qu'on ne peut pas parler de la justice sociale, parce qu'on ne peut pas parler du manque d'écoles dans les banlieues. De l'un et de l'autre. C'est pas exactement la même chose. Non, exact. Mon point, il est le suivant. C'est qu'on parle de l'un pour éviter de parler de l'autre. C'est ça, la stratégie politique. Quand vous dites, quand même, je vais vous citer, sur Mohamed Merah, quand vous dites, c'est un pauvre garçon coupable et à condamner sans l'ombre d'un doute. Donc ça, vous le dites, je ne vous fais pas ce reproche-là. Mais même s'il fut lui-même la victime d'un ordre social qu'il avait déjà condamné, lui et 10 millions d'autres, vous ne trouvez pas que c'est un peu ça, c'est le Tariq Ramadan de qui m'a fait des problèmes? Une administration, l'administration Bush, dont je critiquais d'une part le soutien unilatéral d'Israël sur la question israélo-palestinienne, et puis l'invasion et l'intervention en Irak. Donc on m'a diabolisé parce qu'on ne voulait pas entendre cette voix. Et là, on vous diabolise, c'est tout. Mais écoutez, c'est exactement la même chose. Il faut quand même que vous sachiez qu'en 2003, j'étais en face à face avec Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, et que quelques semaines plus tard, il m'envoie une lettre sur l'ouverture et le pluralisme. En fait, ce sont des gesticulations politiciennes. Nous sommes à quelques semaines... Vous croyez qu'il n'y a aucun fond? Vous croyez que c'est uniquement lié à l'échéance électorale? Alors, il y a une échéance électorale, mais il y a autre chose qui est beaucoup plus fondamentale. C'est que mon discours est extrêmement gênant. Non pas parce que je divise la France, mais parce que je fais exactement le contraire. Je demande aux citoyens français d'être des citoyens à part entière. Et surtout de ne pas jamais
accepter qu'on parle à leur place et de se faire entendre. Donc ce discours-là, il faut bien l'entendre, des démocrates de confession musulmane aujourd'hui en France, eh ben ça fait peur. Pourquoi? Parce qu'on dit à Nicolas Sarkozy, vous n'avez pas à parler à notre place. Et puis une autre chose qui est importante, quand on vient me critiquer moi parce que je dis aux Français d'être engagés, et on dit oui, mais on ne veut pas d'un islam qui soit dirigé par des États étrangers. Qui aujourd'hui prend langue avec l'ambassade du Maroc ou l'ambassade d'Algérie pour organiser l'islam de France? Le gouvernement actuel. Il ne parle pas à ses citoyens. Oui, mais en même temps, je vais vous citer parce que à propos des musulmans, vous dites ils doivent refuser, pardon, d'être des victimes passives et consentantes. Attendez. Tous les musulmans de France ne sont pas victimes de quoi que ce soit. On n'est pas dans une société où tout le monde est montré du doigt. Vous avez parfaitement raison, mais ma formule, la phrase ne disait pas ça. Ce que je disais, c'est exactement le sens de ce que vous dites en fait. Je dis aux Français de confession musulmane, arrêtez de vous mettre dans une position de victime. Arrêtez le sentiment victimaire. Vous n'êtes pas des victimes, vous êtes des citoyens de plein droit. Parce que tous les musulmans de France sont montrés du doigt par tous les Français. C'est pas vrai. Attendez. Tous les musulmans de France ne sont pas montrés du doigt. L'atmosphère qui existe aujourd'hui en France est très négative, elle est délétère. Et l'islam est stigmatisé. Oui. Alors, attendez, moi, c'est ma réponse à ça, à cette atmosphère. Gauche. De gauche, de toute façon, je suis plutôt à gauche, et ça me pose pas de problème. Même si vous êtes à droite, il faudra entendre une parole de gauche. Mais écoutez-moi, est-ce que ça finit pas par excuser les choses qui sont